Bonsoir. Le Sénat est au complet. 30 sénateurs nommés par le président de la République rejoignent les 70 élus à l'issue du scrutin du 25 mars dernier. Très attendu maintenant, la session de plein droit le 24 avril prochain qui verra l'élection d'un nouveau bureau de la Chambre haute du Parlement avec à sa tête un président, poste tenu jusqu'ici par Marcel Niat Ndifendi, reconduit parmi les 30 par le chef de l'État. Cette semaine également, on a beaucoup parlé de la tournée régionale du ministre de l'administration territoriale qui, après Bamenda et Boya et Bafoussam, s'est rendu à Douala dans le littoral. Tout cela dans un contexte fait d'engagement fort dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme et également dans la réaffirmation du caractère indivisible du Cameroun et du respect des institutions républicaines. Paul Ndjiyatanga, le ministre de l'administration territoriale, est l'invité d'actualité hebdo ce soir. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ibrahim Chérif. Alors, on va commencer par le Sénat. 87 sénateurs sur 100 pour le RDPC. Alors, est-ce que le parti dont vous êtes membre ne sait pas que l'obésité est une maladie? Alors, je vous réponds en disant clairement que c'est une illustration, que le RDPC est bien implanté au Cameroun et que le RDPC se porte bien. Ensuite, vous savez, le RDPC fait un travail formidable sur le terrain depuis des années. Et le président national, son Excellence, M. Paul Biya, nous a toujours dit qu'une élection n'est jamais gagnée à l'avance. Donc il faut travailler pour gagner une élection. Donc le résultat, c'est la logique du travail. C'est-à-dire que ça ne vous surprend pas. Si le SDF n'avait pas gagné dans le Nord-Ouest, ça aurait été, on va dire, encore plus grave. Et je dirais même que la victoire du SDF dans le Nord-Ouest est assez étriquée, hein, 48%, 50%. Juste quelques petits... Voilà, donc vous voyez que, bon, non, c'est la bonne santé du RDPC qui s'exprime. Mais dans le Nord-Ouest, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était un vote sanction contre ce qu'on pourrait appeler l'élite politico-administrative de cette région que vous représentez, justement? Ah, je ne le représente pas, mais je dis... Vous, entre autres. Oui, de toutes les façons, c'est une élection. Elle est ouverte et vous savez qu'avant cette élection, quel est l'écart entre le RDPC et le SDF? C'est quoi? 23 conseils municipaux. Et vous savez, à la veille de ces élections, il y a des gens qui ont envoyé les messages de menace, comme d'habitude, les terroristes, en disant que si ceux qui vont aller voter, ils sont ciblés, et puis on va les assassiner. Bon, il y en a qui n'ont pas pu se déplacer, mais qu'à cela ne tient globalement. Bon, par exemple, mais il y en a qui disent également que c'est parce que simplement le SDF est majoritaire dans cette région-là. Je ne crois pas tout à fait parce que selon les statistiques officielles, de toutes les façons, le RDPC a plus de mairies dans le Nord-Ouest que le SDF. Et puis, quand vous regardez les statistiques des conseils municipaux, le RDPC, comme je disais, a 527 conseils municipaux. Le SDF en avait, je crois, 502 ou 503. Donc, alors, si les conseils municipaux du RDPC s'étaient déplacés pour aller voter. Bon, je crois que la donne. Malgré tout cela, je crois quand même que c'était assez serré. Donc c'est une démocratie et de toute façon dans le département de la Mézam, où j'ai coordonné, il y a 91 conseils municipaux, il y a eu 99 votants. Donc vous voyez que... Vous avez piqué des électeurs au niveau du SDF. Tout à fait. Comme ils l'ont fait dans d'autres départements. Dans d'autres départements, voilà. Nous avons gagné dans le département de la Momo, mais nous on a perdu par exemple 19 conseils municipaux. Nous avons gagné dans le Gorkitundia, nous avons perdu 9. Bon, la somme des voix perdues... On est en pleine démocratie. On est en pleine démocratie. Mais il y a un autre problème, si l'on peut dire. Cette élection, les sénatoriales se déroulent, on est dans un contexte dit de crise anglophone et ça se lit dans les journaux depuis que justement, notamment la liste des 30 sénateurs a été publiée. Les anglophones vous disent, nous ne voulons pas de la présidence du Sénat. Comment vous interprétez ça? Je ne peux pas faire de commentaires parce qu'il ne nous appartient pas de prendre cette décision ou de commenter sur un domaine qui ne regarde que le chef de l'État. Il faudrait que les gens soient sérieux. Vous savez, le chef de l'État a été élu par le peuple camerounais souverain maître de son destin. Et le chef de l'État a le pouvoir régalien.
il décide de manière discrétionnaire. Donc, c'est le chef de l'État qui décide de qui va occuper quel poste. On ne peut pas présager, on ne peut pas même émettre des avis sur un domaine qui ne regarde que le chef de l'État. Donc, vraiment, je crois qu'il faudrait il faut élever le débat. Nous sommes des intellectuels. Le chef de l'État a été élu par un peuple. C'est le chef de l'État qui définit la politique de la nation. Il faut que cela soit clair. Et c'est le chef de l'État qui décide de comment il va donner des orientations politiques. Donc, le débat sur la nomination d'un président du Sénat dépend du chef de l'État, du bon vouloir du chef de l'État. Et il serait malsain que les gens en fassent des commentaires. Nous parlerons des postes tout à l'heure, Monsieur le ministre. Monsieur Paul Ndjiyatanga, ministre de l'Administration territoriale, merci donc de votre disponibilité et merci de vous prêter ainsi à nos questions. Nous parlerons de la crise anglophone, nous parlerons également de la vie et de la sécurité dans nos régions, nous parlerons du contrôle des armes à feu, entre autres dans cette émission. Actualité hebdo, sons et images de la semaine qui s'achève, le Sénat et les 100 sénateurs. La Chambre haute du Parlement est au complet avec la nomination des 30 sénateurs par le président de la République. Le ministre de l'Administration territoriale sur le terrain, en même temps qu'il ferme des armureries dans certaines régions du pays. Et puis la deuxième convention du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui s'est tenue ce week-end à Yaoundé. Maurice Kamto, candidat du MRC à l'élection présidentielle prochaine. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à Actualité Hebdo. Notre invité ce soir, Paul Atanga Ndji, ministre de l'Administration territoriale. A tout de suite. Monsieur le ministre, un mot encore sur le Sénat. Lorsqu'on voit cette configuration-là, tout à l'heure je vous disais 87 sur 100, vous vous dites, bon, c'est parce que simplement le RDPC s'est bien préparé et donc c'est le résultat du travail qui a été effectué à la base. Mais quand même, est-ce qu'il n'y avait pas lieu, vous allez me dire que vous ne commentez pas la décision du président de la République, mais sur les 30, on aurait pu penser à peut-être constituer un groupe parlementaire pour le SDF. Une fois de plus, je dis, le président de la République dispose des pouvoirs discrétionnaires. Et sur la base de ces pouvoirs donnés par la Constitution, il nomme les sénateurs. Alors, j'ai vu qu'il y a quand même l'UNDP qui a eu des sénateurs nommés, il y a l'ANDP qui a eu des sénateurs nommés, et l'UPC, ainsi de suite. Donc, MDR et autres. Donc, je crois quand même qu'il a fait le juste milieu et le juste partage des sénateurs nommés. Je crois que ce qu'il aurait fallu faire pour les autres, c'est de lutter pour gagner les sénateurs. Parce que nous avons 70 sénateurs élus et 30 sénateurs nommés. Donc, ceux qui avaient travaillé sur le terrain ont pu grader il y avait 5 partis politiques dans la course. Mais à l'arrivée, vous voyez les résultats. Donc je crois que le RDPC s'est bien préparé pour ces élections et les résultats reflètent la réalité politique au Cameroun. Il y a un parti qui est bien implanté, qui constitue, n'est-ce pas, on peut dire par exemple une machine électorale, et puis les autres qui se débrouillent encore, mais qui ne peuvent pas encore atteindre le niveau du RDPC, disons les choses honnêtement. C'était simplement l'échauffement pour la présidentielle à venir. Le RDPC est fortement mobilisé pour cette présidentielle. Nous allons faire un tour du côté de nos machines, Monsieur le ministre, pour voir un peu à quoi ressemble justement ce Sénat tel qu'il est constitué aujourd'hui après l'élection sénatoriale et également après la nomination des 30 par le président de la République. Séverin Alégambélé. Le scrutin du 25 mars 2018 a dévoilé son verdict. Sur les 9 formations politiques en compétition, seuls le RDPC et le SDF se sont répartis les 70 sièges. La nomination des 30 sénateurs complète la coupe, donnant lieu à une nouvelle configuration de la Chambre. La deuxième législature, contrairement à la première, qui comptait 6 partis, accueille 7 formations politiques, dont le RDPC, le SDF, l'UNDP, l'ANDP, le MDR, l'UPC et le FSNC. L'UPC est le nouveau venu dans la famille qui s'est agrandi avec 2 sénateurs de l'UNDP dans la Damawa et le littoral. Une évolution à noter, 25 femmes font leur entrée au Sénat en 2018. Elles étaient au nombre de 20 à la précédente mandature. Un pas de plus vers l'intégration de la femme dans la gestion des affaires politiques. Comparativement à la première législature, seul le RDPC disposera d'un groupe parlementaire au Sénat. En 2013, le SDF en avait un parce qu'ayant obtenu 14 sièges à l'ouest et dans la Damawa. Toute proportion gardée, on peut s'accorder à dire que le vote du 25 mars a fait un premier tri
et l'acte de nomination du président de la République procède à quelques ajustements tenant compte du jeu des alliances et équilibre politique. Mais au final, le Sénat, première et deuxième mandature, c'est 70 membres élus, 30 nommés. Beaucoup de visages connus, un objectif constant, faire avancer le processus de décentralisation en collaboration avec l'exécutif. Monsieur le ministre, laissons de côté le Sénat et parlons de la tournée que vous avez entreprise ces derniers jours dans les régions du Cameroun. À peine n'avez-vous été installé que vous avez commencé cette tournée dans les régions. Et d'abord, Bamenda Boya. Est-ce qu'il y avait vraiment urgence à aller dans ces régions-là? Alors, je tiens d'abord à vous dire que ma descente sur le terrain résulte des très hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président, le plus chef de l'État. Vous savez, le ministre de l'administration territoriale est un ministère important et puis le ministre ne peut pas prendre une initiative sans l'aval du chef de l'État. Donc c'est le chef de l'État qui m'a demandé de descendre sur le terrain pour dialoguer et apporter le message de réconfort et le message de paix aux ressortissants des régions concernées. Quelle est la situation que vous avez trouvée à Bamenda Boya, dans le nord-ouest d'une manière générale? Ça va pas dans cette zone-là? J'ai dit globalement, la situation est sous contrôle. Ça, je tenais à le dire, globalement, la situation est sous contrôle. Il y a eu des perturbations, il y a eu des violences, il y a eu des atrocités commises par des sécessionnistes, mais globalement, la situation est sous contrôle. Nous avons discuté avec les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité. Ils nous ont fait un bilan de la situation en compte rendu des différentes activités sur le terrain. Je dis globalement, la situation est sous contrôle et le chef d'État a tenu à féliciter les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité qui, malgré les provocations, ils ont été violentés. On a saccagé les commissariats de police, les brigades de gendarmerie, on a même tué les forces de défense. Mais ils ont gardé leur sang-froid et ils ont fait le travail de maintien de l'ordre sans aucun excès. Monsieur le ministre, il y a une question que, on va dire, tout le monde se pose. Qui sont les preneurs d'otages et autres poseurs de petites bombes par-ci par-là dans le nord-ouest et le sud-ouest? C'est qui exactement? Mais j'ai dit, c'est des bandits de grand chemin. Parce qu'au départ, on nous a dit qu'il y avait des revendications des avocats et des enseignants. Pour la plupart, le chef de l'État a apporté des solutions idoines. Je dirais même que le président de la République allait au-delà de tout ce que les gens, les réclamations, il a donné beaucoup plus de solutions qu'attendaient les enseignants et les avocats. Mais aujourd'hui, nous avons affaire à des bandits de grand chemin, des sécessionnistes qui veulent remettre en cause, n'est-ce pas, l'unité nationale, ce qui est inacceptable. Donc je dis, voilà, ce qui se passe aujourd'hui, bon, on prend des otages, on demande l'argent et puis bon, vous savez que c'est quelque chose qui est inacceptable. Donc je dis aujourd'hui, le grand bandit, hier c'était des revendications corporatistes. Qui ont été satisfaites. Qui ont été satisfaites. Et après maintenant, il y a eu cette tentative, n'est-ce pas, de diviser le Cameroun en prenant la création d'un État qui ne peut pas exister, bien évidemment. Et aujourd'hui, c'est le grand banditisme. Donc la responsabilité, c'est ceux qui ont commencé tout cela. C'est eux qui ont commencé. Alors aujourd'hui, ils sont incapables même de maîtriser ce qu'eux-mêmes ils ont. Alors, quelque chose qui a un lien avec cela, c'est l'activité des mototaxis. On a interdit cette activité-là dans ces deux régions-là. Pourquoi? Bon, nous, à travers les rapports de la police et des forces de sécurité, les autorités administratives, nous avons constaté que 90% de toutes les atrocités commises étaient planifiées et exécutées par les conducteurs de mototaxis. Alors, donc, quand les sécessionnistes arrivaient ou les terroristes, ils recrutaient les mototaxis. Et puis, ces conducteurs-là vont quelque part, dizaines, vingtaines, pour saccager soit un commissariat de police, soit brûler une école, soit brûler les centres de santé, soit brûler des collèges. Et puis, quand on a vu comme ça, on a donc dit qu'il fallait d'abord interdire dans certaines localités pour mettre de l'ordre dans la profession. Alors, il y a quand même un paradoxe, monsieur le ministre. Vous arrivez, vous offrez des casques à certaines associations de mototaximens, vous arrivez avec ce qu'on pourrait appeler l'arbre de la paix pour prôner le dialogue, si l'on ose dire, et au sortir, on prend la décision d'interdire cette activité-là. Quelle est la cohérence de tout cela? Mais c'est extrêmement cohérent. Bon, l'arbre de la paix, donc, le chef de l'État m'a dépêché. Il m'a dit, allez discuter.
Parce que c'est ça le dialogue. On discute avec les institutions, on discute avec ceux qui ont un mandat, ceux qui peuvent parler au nom des citoyens. Donc les autorités religieuses, les chefs traditionnels, les enseignants, ceux qui gèrent les syndicats, les associations, les conducteurs de mototaxi. Mon langage est clair. Je leur ai donné l'arbre de la paix en disant que vous êtes vous-même les messagers de la paix. Est-ce qu'il y a une forte signification dans cette zone-là? Tout à fait, parce que bon, tout le monde parle du dialogue, mais le chef de l'État parle de la paix et de la réconciliation. Et le chef de l'État va plus loin en disant qu'on ne peut pas construire dans le désordre. D'ailleurs, le désordre ne profite à personne. Donc il était question de sensibiliser les gens en leur disant que ceux qui brûlent, qui incendient les commissariats de police, qui brûlent les écoles, qui violent les filles, qui poignardent les gens, qui tuent les militaires, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ils ne viennent pas de Jupiter, encore moins de Mars, ni de Saturne ou de Mercure. Ils vivent avec nous. Donc chacun a la responsabilité d'éduquer, n'est-ce pas, ses frères. Donc il fallait donc passer ce message en leur disant ceux qui sont en brousse doivent quitter pour rentrer dans la République. Parce que tôt ou tard, ils feront face à la justice. Et vous savez, la justice fera tout son travail. Donc nous leur disons, voilà, si vous avez des doléances, d'ailleurs le chef de l'État l'a si bien dit, le président Paul Biya a dit, vous n'avez pas besoin de prendre le chemin du maquis pour exprimer vos doléances, ou vos pensées ou vos opinions. Donc le Cameroun, c'est un pays démocratique, et d'ailleurs le chef de l'État a souvent dit que le processus démocratique est irréversible. C'est ce que le chef de l'État lui-même dit. Alors ça veut dire qu'il y a de la liberté, mais il faut en faire bon usage. On ne peut pas, au nom de la liberté, poser des actes répréhensibles. Donc il fallait éduquer les gens. Voilà pourquoi j'ai rencontré les conducteurs de mototaxi, Ibrahim. Qu'est-ce qui se passe? Il travaille sur la base d'un décret du Premier ministre. Mais ce décret n'est pas respecté. Le décret dit qu'il faut vous faire identifier. Ensuite, la moto doit être immatriculée. Ensuite, la moto doit travailler géographiquement. Dans un périple donné. Exactement. Mais ce n'est pas respecté. Mais néanmoins, le chef de l'État demande, il faut de la pédagogie. Donc, il faut éduquer les gens en leur disant que, bon, voilà ce que vous devez faire. Il y a un décret du Premier ministre qui doit être respecté. Donc, on est ce qu'on appelle, ça c'est la période de la sensibilisation. Et on doit éduquer les gens. Et d'ailleurs, les conducteurs nous ont dit que d'ailleurs, nous vous disons merci, et ils disent que bon, tout n'est pas mauvais, qu'on va extirper de nos rangs ceux qui commettent des atrocités. Ils ont fait cette promesse formelle, et depuis 2 semaines, nous voyons ce qui se passe. Nous avons récupéré les armes, on a récupéré les caches d'explosifs grâce à l'aide des conducteurs de mototaxis. Est-ce que cela veut dire que dans les semaines ou les jours qui suivent, on va lever l'interdit? De toute façon, les gouverneurs et les préfets territorialement compétents ils aviseront. Ils vont faire une évaluation de la situation. Et c'est sur la base des recommandations des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets que nous verrons si on peut lever les interdictions là où nous avons interdit ces activités. Donc voilà, nous travaillons sur la base des rapports, mais faits par les autorités administratives. Monsieur le ministre, vous allez donc dans le nord-ouest, le sud-ouest, vous rencontrez les autorités traditionnelles et puis les autres corps constitués, si l'on ose dire, de ces régions-là. Et vous dites dialogue, dialogue. Alors, on dialogue avec qui? Simplement ces autorités traditionnelles, ces responsables syndicaux et autres? Mais de toute façon, le chef de l'État dit en fin d'année qu'on va dialoguer, mais dans un cadre institutionnel. Et puis le Premier ministre, chef du gouvernement, avait déjà commencé ce dialogue. Et le Premier ministre était à Bamenda. Je crois qu'il a longuement reçu les syndicats, des enseignants, des mototaxis, les religieux, les chefs traditionnels, et chacun a donné une idée, chacun a donné des propositions. Et le Premier ministre, quand il est venu, il a fait un rapport au chef de l'État. Et c'est sur la base de ces rapports du Premier ministre que le chef de l'État a pris d'importantes décisions, n'est-ce pas, pour apporter des solutions. Vous voyez, par exemple, le code OHADA, le traité a été traduit en anglais. On a créé, n'est-ce pas, une section à la Cour suprême, et puis c'est un magistrat anglophone qui a été nommé. Ça fait partie des revendications. On a recruté plus de 1000 enseignants. Bon, vous voyez, ça fait partie des doléances présentées. Donc, quand les doléances sont légitimes, quand elles sont fondées, généralement, je crois que le chef de l'État... Bon, monsieur le ministre, comment vous comprenez ou vous expliquez ce que d'aucuns appellent le dialogue inclusif? Alors, le dialogue inclusif, c'est un mot, à mon avis, qui n'a pas de sens. Il y a un dialogue dans un cadre institutionnel. C'est ça que j'ai apporté comme message. Et je dis que, bon, quand on parle de dialogue inclusif, je ne sais pas si on fait allusion à la table ronde, ou je ne sais pas si les gens vont se retrouver dans une salle. Non, il ne s'agit pas de cela. Le dialogue, c'est discuter avec ceux qui ont un mandat, ceux qui peuvent discuter, ceux qui peuvent
valablement fait des propositions. Et c'est ça, les chefs traditionnels. Il y a les évêques, les pasteurs qui ont des écoles. Et puis il y a des députés, il y a les autorités religieuses, il y a des sénateurs, il y a les hommes politiques. Donc le dialogue, il est ouvert. Moi, je suis Minad, vous venez aujourd'hui, vous faites des propositions. Moi, je fais des analyses et je transmets vos propositions aux chefs d'État qui en décident. Donc vous ne parlez pas aux sécessionnistes, comme on les appelle. On ne peut pas parler à ceux qui veulent remettre en cause l'autorité de l'État. On ne peut pas parler à ceux qui brisent, qui ont tenté de briser l'unité nationale. On leur dit qu'ils n'auront jamais les moyens de combattre un État. Ils ne peuvent pas le faire, ce n'est pas possible. Donc, sachez, M. Ibrahim Chérif, il y a un an, bon, les évêques, les pasteurs, les hommes politiques ont demandé au chef d'État, Monsieur le Président de la République, bon, il faut libérer les gens qui ont été interpellés, la paix va revenir, la situation va trouver une solution. Ces personnes-là ont été libérées. Le chef d'État, ils ont été libérés. Et puis les gouverneurs des régions ont été chargés même d'accueillir ces personnes libérées. Et ces personnes ont été remises à leur famille. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé après? Mais ces mêmes personnes, le 1er octobre, étaient dans la rue en train de brandir les drapeaux d'un pays qui n'existe pas. Et ils ont vandalisé les commissariats, ils ont brûlé les brigades des gens, ils ont poignardé. On parle d'environ 75 filles poignardées sur le chemin de l'école, les enfants poignardés. Il y a eu plus de 114 cas de viol où les sécessionnistes sont entrés dans les écoles. Ils ont trouvé des filles en tenue. Ces filles ont été violées. Il y a les éléments des forces de défense qui ont été brutalement assassinés dans leur poste de travail. Alors, comment peut-on discuter avec ça? Ce n'est pas possible. Vraiment, nous sommes dans un état de droit. Et le chef de l'État, quand le président de la République recevait la secrétaire générale de Commonwealth, il a clairement dit qu'en tant que garant de la Constitution, il a le devoir, n'est-ce pas, de rétablir l'ordre et de punir les coupables. Donc voilà. Et puis, les gens ne vont pas comprendre. J'ai été sur le terrain. Vous croyez, M. Ibrahim, si votre fille avait été poignardée parce qu'elle est en train d'aller à l'école, si votre fille avait été violée parce qu'elle se rend à l'école, vous allez demander que de telles personnes soient libérées? Je crois que non, personne. Et à propos de libération, Monsieur le ministre, il y en a encore quelques-uns qui sont en prison, quelques sécessionnistes qui ont été pris, pour certains au Nigeria, d'autres ici même au Cameroun. Il y en a qui vous disent, à vous, gouvernement, où sont les preuves de vie? Où sont ces personnes-là? Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais nous répondons en disant que ces gens-là vivent. Et le moment venu, mais on va les voir. Pourquoi les gens sont-ils pressés? Ils sont là. Mais je vous dis, il y a même des sécessionnistes qui ont été extradés du Nigeria. Il y en a qui avaient 70 kilos. Aujourd'hui, ils ont 85 kilos, 90 kilos. C'est-à-dire qu'ils sont bien traités en prison, bien nourris. Et il y a des médecins qui passent là-bas 2-3 fois par jour pour regarder. Donc, ils sont bien traités. Et de toute façon, M. Ibrahim Chérif, on est au niveau des enquêtes préliminaires. Les enquêtes préliminaires, c'est la gendarmerie et la police. Et après, maintenant, il y a l'information judiciaire. Et puis, le juge d'instruction va reprendre le dossier pour regarder ce qui est dedans. Et à l'issue, et puis le juge instruit à charge et à décharge. Ça, il faut le dire. Ça veut dire qu'on peut avoir interpellé 150 personnes. On ne va pas dire que les 150 personnes vont être condamnées parce que dans chaque entreprise criminelle, il y a les commanditaires, il y a les exécutants, et puis il y a ceux qui accompagnent, c'est-à-dire qui accompagnent ces gens-là. Donc, vous vous trouvez au mauvais endroit, au mauvais moment, on vient vous prendre. Donc, il faut faire confiance à la justice camerounaise. Le chef de l'État ne s'occupe pas, l'État ne se mêle pas des activités au niveau de la justice. Mais il est évident qu'à la fin de l'information judiciaire, vous savez, qu'est-ce qui va se passer? Ceux contre lesquels les preuves, les indices concordants de culpabilité n'auront pas été retenus, ils pourront bénéficier d'un non-lieu. Ceux-là seront libérés. Mais ceux contre lesquels il y a des preuves irréfutables d'atrocités commises, bon, ils vont être jugés. Mais on ne peut pas vous dire comment, on ne donne pas une orientation à la justice camerounaise. Nous sommes dans un pays où la justice est indépendante. Elle fait son travail. Que les gens ne soient pas pressés. De toutes les façons, c'est le procureur de la République ou le juge qui donne les permis pour rendre visite aux détenus. Donc, quand on va arriver au moment venu, je peux vous dire de toutes les façons, ces gens-là vivent et ils se portent bien. Nous allons continuer notre discussion sur la crise anglophone, notamment dans un tout petit instant, Monsieur le ministre. Le temps pour nous de faire un petit point sur votre tournée régionale. Ce ne sera pas à Bamenda et à Boya, mais ce sera à Douala, avec notre reporter Oswald Medoun. Cette étape dans le littoral est à l'image des autres régions. Ici aussi, le nouveau patron de l'administration territoriale est venu faire un état des lieux de la vie sociopolitique de l'une des régions potentielles plurielles. Et sur ce plan, Paul Atanganzi peut être rassuré. Inscrit dans l'air du temps, la décision du MINAD de fermer provisoirement les armureries est convoquée. Dans ce concerto de son de cloche, celui des dignitaires Sawa est clair et précis. Le peuple de l'eau a déjà le regard vers l'horizon. Ce n'est pas au moment où nous avons
des troubles à l'extrême nord, des perturbations dans nos 2 régions sœurs du Cameroun, que nous allons aller en aventure. Les gens sages ne fonctionnent pas comme ça. C'est pour ça que nous avons pensé que, plus que par le passé, il faudrait que ce monsieur, qui fait preuve de beaucoup de pondération, même dans ses décisions, il tourne la langue plusieurs fois comme on le fait au niveau de la sagesse, eh bien il faut lui donner encore la chance de nous accompagner. Voilà les motivations fondamentales de notre déclaration. Les maires et les mototaximens sont invités à la table du MINAT. En jeu, le meilleur contrôle de l'une des activités phares du moment pour un partenariat efficace. Une série de concertations avec des leaders des différents plans permet au MINAT de voir le littoral tel que le perçoivent ces acteurs de la société civile pour mieux s'en approprier les différents paramètres. Monsieur le ministre, au début de ce qu'on appelle aujourd'hui la crise anglophone, vous étiez parmi ceux qui disaient qu'effectivement il s'agissait, on va dire, de marginaux, de bandits de grand chemin qui opéraient. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, peut-être avec vous, que l'histoire vous donne un peu raison? Tout à fait. Je crois que l'histoire me donne entièrement raison. Parce que dès le départ, j'ai dit aux gens, d'abord le mot crise anglophone, je ne l'ai jamais utilisé. Ça ne vous convient pas? Ça ne me convient pas. Je parle de perturbations dans les eaux orchestrées par des Camerounais égarés en quête de notoriété. Et d'ailleurs, j'ai souvent dit qui leur a donné mandat de parler au nom des anglophones. Vous savez, on est dans un pays. Et puis ma vision, c'est quoi? Je suis Camerounais. Qui est anglophone, qui est francophone? Je ne le sais pas. Et je dis, de toutes les façons, le président de la République a fait de ce pays un îlot de paix où il fait bon vivre. On peut vivre partout. Donc je disais au départ que il y a de l'instrumentalisation. Et que ceux-là qui parlaient des problèmes des avocats, des problèmes des enseignants, c'était des alibis parce qu'ils avaient un agenda caché. Et que cet agenda, c'était la déstabilisation du Cameroun, c'était la remise en cause de l'unité nationale. Et aujourd'hui, je crois que quand le chef de l'État est rentré de la visite officielle en Côte d'Ivoire, il a dit à l'aéroport, je cite, les choses sont désormais parfaitement claires pour tout le monde. Le Cameroun est aujourd'hui victime d'attaques de terroristes qui se réclament d'un mouvement sécessionniste. Nous allons prendre des mesures pour les mettre hors d'état de nuit. Fin de situation. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Voilà exactement. Je crois que le chef de l'État a tout résumé et on comprend effectivement qu'à l'époque, moi, c'est ce que les gens oublient, moi je suis le secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Et quand j'ai fait une évaluation, je crois que les gens n'étaient pas suffisamment sages de remarquer que c'était le secrétaire permanent qui parlait et que j'étais fondé de dire que ces revendications avaient un agenda caché. Et j'avais même parlé que les gens ont cotisé de l'argent, ils vont envoyer de l'argent pour l'argent. Mais aujourd'hui, les événements, c'est ça qui se passe sur le terrain aujourd'hui. Donc je crois quand même que parfois nous faisons des évaluations sur la base des faits que nous avons, et puis on n'est pas forcément obligé de donner les sources de nos recherches. Alors, vous avez rencontré dans votre tournée les chefs traditionnels notamment. On vous a vu, c'est souvent des images dans lesquelles vous discutiez avec les chefs traditionnels et on connaît un peu votre style à vous, Paul Atangandji. Il est, on va dire, un peu dur, un peu ferme. Ces chefs traditionnels, notamment ceux du Nord-Ouest, ils vous ont écouté quand vous leur disiez collaborer avec on va dire, les institutions de la République? Je crois je leur ai dit d'abord que je vous apporte un message du chef de l'État. Le dialogue, la réconciliation, le vivre ensemble. Et puis, vous avez fait du présent, puis il y a le fond des fonds. Et donc, ça veut dire qu'il est le chef de l'État. Donc, il faut assumer ça. Il faut assumer. Et je leur ai dit de toutes les façons, vous n'avez pas besoin de brûler une école pour demander la construction d'une route. Vous n'avez pas besoin de poignarder, de tuer vos enfants pour demander les projets de développement. Non, ça ne se fait pas. Je leur ai dit, nous vivons dans un cadre légal. Donc, si vous avez des revendications, il faut poser vos revendications. Il y a le préfet, il y a le gouverneur, il y a le sous-préfet. Ceux-là vont vous écouter et ils vont entendre. Donc, je crois que les chefs traditionnels, je leur ai dit, je vous donne l'arbre de la paix. Ils m'ont aussi remis l'arbre de la paix. Ça veut dire qu'il y a un partnership, c'est un contrat social. Nous devons travailler pour améliorer notre vivre ensemble. Pas comme des anglophones, pas comme des francophones, mais comme des Camerounais. Parce que lorsqu'on se met au-dessus, on n'est pas anglophone, on n'est pas Camerounais, on est mieux servi. C'est-à-dire, on est à même de mieux servir le Cameroun dans cette posture-là. Mais dès lors qu'on vous dit que j'appartiens à tel groupe, non, ça veut dire que, et de toutes les façons, moi je leur ai dit que moi, je suis né à Bamenda, mais je dois me comporter comme un Camerounais à part entière, et non comme un Camerounais entièrement à part, parce que les gens pensent qu'il faudrait qu'on se comporte comme des Camerounais entièrement à part. Je crois que c'est pas juste. Ce qui a lieu de faire, et mon discours c'est quoi? Regardez ce que le chef de l'État nous a donné. Il nous a donné beaucoup de choses. Donc,
Quelle est notre réponse par rapport à tout ce que le chef de l'État nous a donné? C'est la question que je leur ai posée aux chefs traditionnels, aux évêques, aux hommes de l'Église, aux autorités religieuses, aux hommes d'affaires, aux enseignants. Et ils ont dit que nous devons faire un partnership pour derrière le chef de l'État pour construire, pour consolider l'unité nationale. Monsieur le ministre, si on rentre vraiment dans la politique et on prend le Nord-Ouest, le principal parti d'opposition, opposition au RDPC s'entend, dans le Nord-Ouest, le SDF, à travers son chef, John Frondi, dit « nous sommes pour le fédéralisme ». Vous, RDPC, vous répondez quoi au SDF dans ce sens-là? Est-ce qu'il s'agit simplement de politique politicienne, juste pour entretenir, on va dire, la masse des militants, ou alors c'est un problème sérieux? Je crois que même ceux qui parlent du fédéralisme, ils n'y croient pas. Le fédéralisme a fait ses preuves, ça n'a pas marché au Cameroun. Le fédéralisme a complètement échoué parce que l'administration est double. Tout ce que nous faisons est double. Vous ne pouvez pas avoir, n'est-ce pas, une administration au niveau régional et une administration au niveau central. Et voilà pourquoi on a posé cette question aux Camerounais. Un peuple souverain qui a dit qu'il faut mettre un terme au fédéralisme. Et puis aujourd'hui, je ne sais pas combien d'années, 56 ans après, on parle encore du fédéralisme. Non, ça ne peut pas marcher, même si que le 10 n'y croient pas. Parce que si on leur dit, est-ce que vous pouvez mettre en place, en pratique, la politique du fédéralisme, ils vous diront, ils ne peuvent pas, parce qu'il faut beaucoup de moyens. Alors ils vont prendre ces moyens là-haut. Donc parfois, ils font c'est de la surenchère politique. Ils veulent être bien vus. Mais en réalité, est-ce que c'est faisable? La réponse est non. Le président de la République a mis en place un cadre, la décentralisation. Et puis, il avait dit lors du discours de fin d'année qu'on va accélérer la centralisation. Et puis, il avait dit lors du discours de fin d'année qu'on va accélérer le processus de la décentralisation. Lors du gouvernement du 2 mars, il a créé un ministère de la décentralisation. Donc, le chef d'État, son Excellence Paul Biya, c'est un homme d'État sérieux. Il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Mais les autres, ils parlent. Est-ce qu'ils savent comment on gère un État? C'est ça la question. Ils font seulement de la politique. C'est de la surenchère. Et puis, on ne peut pas... Vous savez, le président de la République connaît ce pays mieux que quiconque. Le président de la République est l'homme le plus renseigné de ce pays. Donc quand vous faites vos évaluations, il connaît le Cameroun profond et il a la légitimité du peuple, souverain et maître de son destin. Donc je crois que vraiment le bon sens, quand le chef de l'État, qui connaît ce pays mieux que quiconque, quand il prend une décision, nous devons adhérer à sa décision parce qu'il connaît le pays, il connaît le Cameroun profond. Je vous dis que le président de la République que je connais, chaque minute de sa vie, chaque seconde de sa vie, chaque heure de sa vie, chaque jour de sa vie est entièrement consacré pour la construction de ce pays, pour le bien-être des Camerounais et pour l'édification de notre destin commun. Donc on peut créer un parti politique, on dit que voici notre option politique. D'accord, c'est mieux, c'est légitime. Vous savez, on fait avec les armes que nous avons. On est en démocratie. On est en démocratie. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est que ceux qui n'ont aucune légitimité, qu'ils restent en disant qu'ils sollicitent, ils veulent un mieux-être pour les anglophones. Personne ne leur a donné ce mandat, c'est des imposteurs et ils doivent être traités comme tels. Monsieur le ministre, toujours avec les chefs traditionnels, nord-ouest, sud-ouest et même littoral cette fois-là, ils disent qu'il faut que le président de la République se présente à l'élection présidentielle de cette année. Là encore, vous êtes, on va dire, le messager de ces chefs traditionnels-là. C'est parti comme ça pour la campagne électorale? Mais, tout à fait. Mais je viens rencontrer les chefs traditionnels en leur disant que je vous apporte le message de paix et de réconciliation du chef d'État. Ils sont tellement contents et convaincus du bien fondé de ce message. Ils disent en retour, Monsieur le ministre, dites au président de la République que nous avons compris, nous allons collaborer. Mais nous avons un souci. Et le souci, il doit être notre candidat. Parce que le Cameroun, les Camerounais ne veulent pas l'aventure. C'est ça la vérité. C'est un pays complexe, plus de 350 ethnies, avec toutes les composants sociologiques extrêmement compliquées. Donc les chefs traditionnels, et ils l'ont fait de manière spontanée, dans la région du Nord-Ouest, dans la région du Sud-Ouest, à l'Ouest et dans le littoral. Vous avez suivi le chef traditionnel, le président Gondo, exactement, il a dit que non, qu'il a de l'expérience. Et nous avons besoin de l'expérience du chef de l'État, parce qu'il connaît ce pays. Et puis ceux qui ne veulent pas l'aventure, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que le président de la République
est une assurance tout risque pour le Cameroun. Il n'est pas seulement le meilleur candidat, mais c'est une assurance tout risque. Et quand les gens s'expriment, c'est du fond du corps, c'est fondé. On ne peut pas accepter l'aventure. La présidence de la République, j'entends, bon, on crée un parti politique, je veux être président de la République, mais il ne faut pas jouer avec le Cameroun, ce n'est pas un jeu. Il y a des gens qui n'ont jamais géré une boutique, qui n'ont jamais géré un contrat, qui n'ont jamais géré, n'est-ce pas? Ils disent que je veux, bon, comme par enchantement, il veut être président de la République. D'accord. C'est légitime. Le président lui-même a dit que cette démocratie, je l'ai voulu, il est irréversible. Il ira jusqu'au bout. Mais je crois quand même que le bon sens, vous savez parfois que lorsqu'on est obsédé par la folie de grandeur, mais on perd le sens de la raison. Le Cameroun n'est pas un jeu. N'importe qui ne peut pas se lever pour dire que je veux gérer le Cameroun. Vraiment, il y aura un débat politique, on va exprimer des intentions, mais on ne gouverne pas avec la surenchère, ça ne marche pas. Monsieur le ministre, toujours au cours de votre tournée et plus parmi les actes que vous avez pris ces derniers jours-ci, il y a cette interdiction des armureries et même de l'utilisation des armes à feu, notamment dans 4 à 5 régions qui sont véritablement ciblées par cela. Est-ce que le problème est si grave que ça pour que du jour au lendemain on décide d'arrêter, de dire on ferme tout? Je crois que le problème est extrêmement grave. Il est extrêmement grave parce que la loi est claire. Pour posséder une arme, à feu, une arme de fabrication artisanale, une arme de chasse, il faut une autorisation expresse du ministre de l'administration territoriale. C'est ce que prévoit la loi. Il y a une autorisation pour l'achat, il y a une autorisation de port d'armes. Bon. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Nous sommes dans un pays où pratiquement 55-70% des armes en circulation n'ont pas reçu d'autorisation. Donc il était question maintenant d'arrêter d'abord, de faire une évaluation et on va continuer. Voilà pourquoi les armureries ont été fermées et pour qu'on fasse une évaluation. Et au même moment, nous avons interdit et les gouverneurs, les préfets ont été chargés d'abord de récupérer les armes. On va identifier tout le monde et à partir de là, nous saurons exactement qui détiennent une arme au Cameroun. On a plus peur des armes qui viendraient de l'extérieur, notamment notre frontière est avec la République centrafricaine, dans l'extrême nord, le Nigeria ou le Tchad, même dans le nord-ouest, sud-ouest avec le Nigeria, qui pose de plus en plus de problèmes. C'est de ça qu'il s'agit ou alors simplement vraiment des armes traditionnelles dans nos chefferies? Je vais être clair, mais la loi dit ceci. On ne peut pas détenir une arme sans autorisation. Ça, c'est la base. Absolument. Voilà, donc ceux qui n'ont pas d'autorisation ne peuvent pas. Bon, si on fait une évaluation, le MINAD a donné peut-être 3500 autorisations, mais sur le terrain, il y a plus de 27 000 armes. Vous voyez cette disparité. Donc il faut contrôler parce que le MINAD, dans son fichier, doit pouvoir identifier à tout moment ceux qui détiennent les armes au Cameroun. Donc nous sommes dans ce processus. Nous allons continuer notre discussion dans un tout petit instant. Monsieur le ministre, le temps pour nous de faire un tour du côté du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, notre parti politique qui tenait congrès ce week-end ici à Yaoundé. Maurice Kamto, le président de ce mouvement, est le candidat du MRC à l'élection présidentielle de 2018. Voici Séverin Alégambélé. Les assises de la convention ordinaire du MRC au Palais des Congrès ont avancé dans la programmation. Les bureaux nationaux des organes annexes pour les femmes et les jeunes ont été mis en place. Dans la déclaration de politique générale, devant des délégués venus des 10 régions du pays, en parterre d'invités, des membres de la société civile et des formations politiques, le président national du MRC a revisité le parcours de son parti, de la naissance à ce jour, passant par la première convention ordinaire de 2012. Le professeur Maurice Kamto a évoqué la participation de son parti au scrutin de 2013 qui lui a valu 19 conseillers municipaux et un député à l'Assemblée nationale. Il a surtout brossé un tableau très peu reluisant de la situation sociopolitique du Cameroun, mettant en avant les limites structurelles dans le fonctionnement des institutions. Comme proposition, le MRC est favorable à une réforme consensuelle du code électoral. Le fait majeur de cette deuxième convention, ce sera la désignation du candidat du MRC à la prochaine élection présidentielle. Retour sur ce plateau avec notre invité. Un mot, monsieur le ministre, sur le MRC. Le candidat, c'est Maurice Kamto. Nous sommes partis là vraiment pour ce qu'on pourrait appeler notre véritable année électorale. Les candidats vont continuer de se déclarer. Est-ce qu'au MINAT, on est conscient de ce que ça va être une année de travail véritablement?
Je crois que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans son discours de fin d'année, avait déjà dit que c'est une année des élections. Donc c'est une année importante. Au MINAT, nous faisons ce que nous devons faire parce que bon, nous devons accompagner les camps et tout. Donc nous prenons nos dispositions, nous allons travailler, c'est lancé et nous en prenons acte de ceux qui vont se déclarer. Bon, les gens vont se déclarer, c'est légitime. Le moment venu, on va examiner, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Monsieur le ministre, vous êtes au ministère de l'administration territoriale. On aime à dire c'est un ministère de souveraineté. Lorsque le chef de l'État vous y envoie, pour vous, il s'agit de quoi exactement? C'est aller au front? Vous savez, je vous ai dit tantôt que c'est un ministère important. Il est dit de souveraineté. Ça veut dire en principe, c'est le chef de l'État qui donne une feuille de route pour ce type de ministère. Donc en toute humilité, nous attendons les instructions du chef de l'État. Il y a une feuille de route, il y a ce que nous faisons au quotidien. Et puis globalement, c'est un ministère assez délicat. Donc il faut être prudent en matière de prise de décision, il faut bien réfléchir, il faut faire monter les informations au niveau du chef de l'État qui en donne des orientations. C'est un ministère important. Bon, le chef de l'État, je vous ai dit au début, il nomme de manière discrétionnaire. Donc au moment de nommer quelqu'un, c'est lui qui connaît l'évaluation, il sait ce que nous allons faire. Nous sommes des exécutants, nous allons travailler et ce que nous devons faire, c'est de poser des actes qui sont de nature à mériter la très haute confiance du chef de l'État. Donc, pour ce résumé, nous serons les hommes d'action. Monsieur le ministre, pour, j'allais dire, le Camerounais d'expression anglaise que vous êtes, c'est quand même une première. Ministre de l'administration territoriale, il y a eu énormément de débats sur les postes qu'occuperaient les anglophones dans ce pays. C'est un gage de ce que, effectivement, ce poste-là, il peut être occupé par, on va dire, n'importe lequel des Camerounais. Les gens n'ont pas souvent des statistiques. Vous savez, depuis 1982, il faut retenir qu'il n'y a pas de postes qui appartiennent à une tribu au Cameroun. Ça n'existe pas depuis que le président Paul Biya a pris le pouvoir. Vous savez, de 1960 à 82, il n'y avait que les gens du septentrion qui étaient au ministère de la Défense. Mais vous savez que depuis que le président Paul Biya est là, le ministre, il a fait l'inverse. Le ministre Laurent Issou a été ministre de la Défense, et le ministre Amadou Ali ministre de la Défense, alors que la logique aurait voulu, si on voulait suivre ce qui se passait avant, ça veut dire qu'il devait y avoir que le Grand Sud au ministère de la Défense. Donc, je crois qu'il faut bien suivre ce qui se passe. Moi, mon débat est simple. J'ai dit, le chef de l'État a dû accorder aux anglophones un traitement préférentiel. Et je fais la preuve de ce que je soutiens. Je dis pour 17% de représentation politique. Les ressortissants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest occupent à ce jour 38 à 40% de tous les postes de l'administration centrale. Et fait curieux, vous allez constater que toutes les commissions, parce qu'il y a déjà le Premier ministre chef du gouvernement, il est Premier ministre chef du gouvernement. Bon. Quand on parle de postes de souveraineté, je ne pense pas qu'il y ait un poste qui soit plus élevé que celui du Premier ministre. Et de toutes les façons, moi, avant d'être ministre de l'administration territoriale, je suis quand même le secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Et c'est un poste de confiance. Et quand vous regardez à la présidence de la République, le directeur de la sécurité présidentielle, le général de division Yengo Aivo, il est du Nord-Ouest. Vous regardez toutes les commissions au Cameroun. Commission nationale des droits de l'homme, c'est un ressortissant du Nord-Ouest. Conseil national de la communication, c'est un ressortissant du Sud-Ouest, Peter Isoka, votre collègue. La commission pour le bilinguisme, la commission Moussongue, c'est Peter Moussongue. Vous avez le conseil électoral, c'est Eno Abraham, il est du Sud-Ouest. Donc il y a 4 commissions, aucun francophone. Vous prenez la ville de Yaoundé, tous ceux qui ont un poste de commandement, c'est des anglophones. Le colonel de la Légion de gendarmerie du centre depuis 5 ans, c'est un anglophone du Nord-Ouest. Vous prenez la dame directrice de la sécurité publique, c'est elle qui coordonne les activités de la police. Elle est au-dessus de tous les chefs délégués régionaux de la police. Elle est anglophone. Vous prenez le secteur militaire de Yaoundé, M. Ayouk, le colonel Ayoukeba, c'est un anglophone. Vous prenez le gouverneur, c'est un anglophone. Alors, vous allez même dans le gouvernement. Donc, je voudrais tout simplement dire que ce que le chef de l'État a fait le 2 mars, en nommant ma modeste personne au ministère de
de l'administration territoriale. C'est la continuité de sa politique. Vous estimez que vous n'êtes pas, on va dire, une caution anglophone pour le président de la République? Non, pas du tout. C'est-à-dire, le président est dans la logique de ce qu'il a toujours fait. Et j'ai dit, c'est parfois important de le dire, le président de la République arrive au pouvoir en 82. En 1983, il effectue la première visite de chef d'État à Bamenda. En 1984, le président de la République repart à Bamenda pour le commerce agro-pastoral. En 1985, le chef d'État repart à Bamenda pour la naissance du RDPC. Et quand il a fallu organiser le cinquantenaire des désarmés, il a choisi Bamenda. Maintenant, pour la réunification, il y avait un débat sur la conférence de Foumban. Est-ce qu'on ne pouvait pas déplacer la fête de la réunification à Foumban parce que les accords de Foumban. Mais le chef de l'État a encore ramené à Boya. À chaque fois qu'il y a un événement politique majeur au Cameroun, le chef de l'État a toujours choisi soit le nord-ouest, soit le sud-ouest. C'est la réalité. Donc, est-ce qu'on peut parler d'une marginalisation dans un contexte où tout ce qui est important est donné à la fois au nord-ouest et au sud-ouest? Donc voilà pourquoi je me suis inscrit en faux et que cette thèse abracadabrantesque n'avait pas lieu d'être. Vous savez, parfois nous parlons de non. Il faut pouvoir soutenir un débat. Moi j'ai dit, et je maintiens ce que j'ai dit, depuis 1982, le chef de l'État a accordé aux ressortissants du nord-ouest un traitement préférentiel, 25 ans primature. Mais c'est un record quand même. Alors donc, vous savez, est-ce qu'on a fait bon usage de tout ce que le chef de l'État nous a donné? Voilà la question. Voilà la question. Et la question qu'on pose justement, elle s'adresse à l'élite de ces régions-là, sud-ouest, nord-ouest. Est-ce que l'élite de ces régions-là, justement, a fait ce qu'il faut, ce qu'il fallait, en rapport avec le chef de l'État, en rapport avec la population? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est vous, l'élite, qui êtes pointé du doigt, ou montré du doigt? Je renvoie cette question à ceux qui ont évoqué ce problème qui n'existait pas. Et de toute façon, mais un homme qui vit doit avoir des problèmes. Moi, j'ai dit aux chefs traditionnels, j'ai dit aux évêques, mais même Jésus, quand il arrive, il dit que c'est lui qui est avec moi, qui porte la croix et qui me suit. Voilà ce que Jésus dit. Portez votre croix, vous me suivez, là vous êtes le vrai disciple. Ensuite, il dit, vous allez manger à la sueur de votre front. Ensuite, Jésus dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, mais celui qui ne veut pas avoir des problèmes, il meurt, on l'enterre, il n'aura plus de problème. Mais tant que vous vivez sur la terre, vous aurez des problèmes. Donc, il faut les banaliser. Regardez ce qui nous fait avancer. Mettons de côté les zones de dispersion qui ne nous amènent à rien. Mon langage est clair. Et puis, je crois aujourd'hui que ceux qui me connaissent disent que, monsieur le ministre, vous avez dit la vérité. On ne vous a pas cru, mais on est en train de vous croire. Le débat est simple. Bon, vraiment, parfois, il est même gênant de le dire. Je peux le dire comme ça, la région, le département de la Maison. Vous prenez les gens qui sont nommés dans le département de la Maison, c'est un département. Il y a plus de personnes nommées dans le département de la Maison que toute la région de l'Adamawa. Vous savez, vous avez un pays où le directeur général des douanes, le directeur général du Trésor, mais ils sont d'une même région. Vraiment, je préfère vous le dire comme ça. Alors, c'est ceux qui tiennent les cordons de la bourse. Ça, c'est les postes de confiance. Donc, quand le chef de l'État pose des actes comme ça, c'est pour dire que les ressortissants du Nord-Ouest, je vous fais confiance. En fait, le président de la République a commencé son mandat. Le contrat social a été d'abord signé avec ces régions-là. C'est ça la vérité. Parce que vous connaissez l'agenda d'un chef d'État. Pour se déplacer, 83 à Bamenda, 84 à Bamenda, 85 à Bamenda, pour l'agenda d'un chef d'État, c'est pour dire aux gens que c'est avec vous que je veux signer le partenariat politique. Mais est-ce qu'on a su, n'est-ce pas, gérer cette confiance du chef d'État? C'est là le problème. Les élections de 1992, qu'est-ce qui se passait? Mais le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, nous avons voté, on était à moins de 5%, deux régions politiques. Majoritairement Fundi. Exactement. Mais Achidi a été maintenu Premier ministre chef du gouvernement. Vous savez, dans le système américain, c'est lui qui gagne, il prend tout. Donc, alors, si politiquement, vous ne répondez pas, mais on vous donne des postes, le chef de l'État est en train de nous réhabiliter constamment. C'est ça la réalité. Mais monsieur le ministre, comment vous expliquez donc le fait que, on va dire, la population ou les gens de cette région ou de ces régions-là continuent quand même de dire « we need something else, we need something else ». Vous savez, il y a une autre phrase qui revient souvent, we are marginalized. Yes. Vous savez, bon, moi le mot, je vous ai parlé, vous connaissez ma peau. Vous savez, prenons le cas de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, on disait qu'il y a une domination des Blancs sur les Noirs. Tout à fait. Donc ça, c'était connu. Mais alors, si vous dites aujourd'hui qu'on vous marginalise, qui le fait? C'est ça le problème. Je ne vois pas, c'est pas une politique institutionnelle. Donc on ne peut pas... On ne peut pas la valider, on peut même pas l'accepter. Donc de toutes les façons, c'est ça que j'ai dit tantôt, M. Ibrahim Chérif. Mais si
si on se voit d'abord camerounais, le problème disparaît. Je vous dis quelque chose, une petite révélation. Si on faisait un concours aujourd'hui, on dit que ce concours est réservé aux anglophones. Mais la surprise, c'est qu'il y aura plus d'anglophones dans les régions francophones que les anglophones du Nord et du Sud-Ouest. Ça, je vous le dis. Parce que dans chaque famille à Yaoundé, s'il y a 5 enfants, il y a 3 qui sont anglophones, il y a 3 qui sont francophones. Moi, je connais des Ewondo ici qui ne parlent même pas un mot en français. Tous les enfants qui parlent anglais. Ils ne parlent qu'anglais. Vous allez à Douala, je suis allé même à l'extrême nord, où je vois une famille que tous les enfants d'une famille n'ont fait des études qu'en anglais. Donc c'est un débat qui n'a plus lieu. Il n'y a plus un débat anglophone-francophone, il y a un débat... Est-ce que ce n'est pas un peu le débat, on va dire, d'une génération qui est en train de partir, la génération des années 1961, du fédéralisme, c'est un peu de nostalgie de cette époque-là? Il y a certainement les gens qui veulent se racheter, mais est-ce que c'est de cette manière? Je crois non. Ce n'est pas de cette manière qu'il faut se racheter. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Nous avons accepté à travers le plébiscite l'union. Alors cette union est aujourd'hui solide. Et le président Biya l'a rappelé, le Cameroun est un et indivisible. Il le demeurera. Je crois que c'est fin de citation. Je crois que c'est comme ça. Donc, ma posture d'abord, je suis Camerounais. Et le reste, c'est secondaire. C'est ça la réalité. Donc, dès que tout le monde se met dans cette logique, est-ce que je pourrais me considérer aujourd'hui facilement comme, je ne sais pas, un anglophone ou comme un francophone? Je dis que je suis Camerounais. Et quand je rencontre mes interlocuteurs, je leur dis, nous sommes Camerounais avant d'être tel ou tel. Et dès lors qu'on se trouve quand on se met à ce niveau-là, il n'y a plus de problème. Monsieur le ministre, autre sujet que vous abordez tout au long de la tournée que vous avez effectuée dans le nord-ouest, sud-ouest, ouest et littoral, c'est ce que vous avez appelé vous-même ici le vivre ensemble. Est-ce que la question se pose de la même façon à Bamenda, Buea, qu'à Douala, Bafoussam ou Maroua? Vous savez, je crois que quand le président de la République parle de l'unité nationale, sa logique c'est quoi? Que toutes les composantes sociologiques du Cameroun, il doit vivre partout. Il faut qu'il y ait une coexistence pacifique entre toutes ces composantes sociologiques. Ça, c'est la notion du vivre ensemble. Voilà pourquoi, quand vous allez dans le sud, je connais les gens de Bamenda qui sont dans le sud depuis 30 ans. Quand vous leur dites de rentrer à Bamenda, ils disent non, moi je suis bien ici. D'abord, ils parlent boulot, mais ils sont tous de Bamenda. Ils disent que non, je ne veux pas. C'est ça de vivre ensemble. Mais à Bamenda, j'ai des Ewondo qui sont à Bamenda depuis l'âge de ces. Ils sont à Bamenda, je ne sais pas depuis. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Ils sont des Ewondo, ils vivent à Bamenda. Quand vous leur dites non, ils vont dire que moi je vais en Gomezab, mais ils rentrent à Bamenda parce qu'ils sont à Bamenda depuis 50 ans. Vous allez dans le sud-ouest, vous allez voir des Bassa qui sont dans le sud-ouest, je ne sais pas, depuis plus de 70 ans. Ils vivent tranquillement. C'est ça le vivre ensemble. Il faut encourager le vivre ensemble. Et le président Biya l'a si bien dit. Quand vous regardez tout ce que le chef de l'État fait au quotidien, c'est pour renforcer l'unité nationale et pour renforcer notre vivre ensemble. Et nous devons se mettre résolument derrière le chef de l'État dans sa quête de vivre ensemble. C'est ça l'avenir du Cameroun. C'est ça le chemin que nous devons emprunter nous tous. Et monsieur le ministre, à propos d'avenir justement, au niveau du ministère de l'administration territoriale, comme cela s'appelle désormais, vous vous dites, il y a la feuille de route du chef de l'État, effectivement, mais quel pourrait être, ce qu'on pourrait dire, l'apport de Paul Atanga-Ndji? En tout cas, c'est les autres qui vont me juger. Je suis un exécutant. Le chef, le président de la République, c'est le grand maître. Nous sommes les petits fonctionnaires. Donc, nous sommes des petits collaborateurs. Alors, quand le chef de l'État me donne une feuille de route, ce que je dois essayer de faire, vraiment, c'est d'essayer d'avoir 5 ou 6 sur 10. Et nous serons jugés sur les actions posées. Donc, quand le chef de l'État, au début de septembre, il a dit « l'heure est à l'action », c'est comme ça qu'il termine le discours. Après avoir prêté serment, l'heure est à l'action. Donc, le minat que je suis et je serai un homme d'action. Et l'action chez vous, c'est quoi? C'est lutter pour qu'il y ait plus de sécurité? Parce que lorsqu'on vous entend, quand vous allez dans les régions nord-ouest, sud-ouest, littoral, etc., vous parlez beaucoup de sécurité. Est-ce que c'est ça la priorité? Je reviens à ce que le chef de l'État a dit en France lors de la conférence sur la sécurité. Vraiment, on ne peut rien bâtir dans le désordre. C'est-à-dire, il faut garantir la sécurité. Et puis, le chef de l'État a même dit aux nations, nous sommes tous mendiants de la paix. Ça veut dire qu'il faut mettre la sécurité avant toute entreprise. Le désordre ne profite à personne. Qui peut venir investir dans... Aujourd'hui, on dit que le Cameroun est un îlot de paix. Voilà pourquoi les gens viennent chaque jour pour investir. Parce que nous avons
un environnement propice au développement. Voilà l'identité, voilà la réputation du Cameroun. Donc il faut renforcer cette paix pour qu'il y ait davantage des investisseurs. Et ces investisseurs, quand ils vont créer des entreprises, ils vont participer au bien-être de tout le monde. Donc je crois que le chef de l'État a mis la sécurité avant tout, c'est-à-dire d'abord la sécurité. Il y a la sécurité qui garantit la paix et la stabilité, ensuite l'économie peut suivre. Donc je crois que c'est tout à fait fondé. Donc quand nous parlons sécurité, d'abord il faut sécuriser l'environnement et comme je disais à Douala, mais si tout le monde possède une arme au Cameroun, mais votre vie est en danger, la mienne est en danger, la vie du voisin est en danger. Donc il faut remettre de l'ordre. Ceux qui ne disposent pas d'autorisation ne peuvent plus. Et je leur ai donné un délai de 30 jours. Ils doivent déposer les armes. S'ils ne déposent pas, de toutes les façons, bon, vous savez, c'est la loi qui va... La suite, on la laisse à la loi. Ah, tout à fait. Monsieur le ministre, une dernière question. Alors, vous aimez bien signer, hein? Paul Latangandji, ministre de l'administration territoriale, secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité. Alors, on vous poserait la question ainsi, c'est pour impressionner qui? Non, c'est pour dire qu'une fois de plus... C'est toujours la confiance du président. chef de l'État. C'est ça, c'est ça la réalité. C'est pour dire une fois de plus aux ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest qui ont souvent dit que nous n'avons pas de postes importants. Mais c'est pour leur dire qu'une fois de plus, le chef de l'État me donne l'administration territoriale tout en me maintenant au dispositif de la sécurité. C'est ça la vérité. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire ça sincèrement. Mais quand on parle du dialogue, le chef de l'État est à l'écoute du peuple. J'étais à Bamenda, il y a 6 mois. Un évêque m'a rencontré. Il est venu me dire qu'il y a 3 ministères qui gèrent l'éducation. Un évêque de la région du Nord-Ouest. Je préfère taire le nom. Il a dit il y avait le ministère de l'Éducation nationale, il y avait le enseignement supérieur, exactement, secondaire, il y avait 3 ministères. Et il dit que les 3 ministères, les ministres et les secrétaires d'État étaient tous francophones. Et il souhaiterait quand même que le chef de l'État donne un ministère. Il a même précisé il souhaiterait qu'on donne le ministère des enseignements secondaires à un anglophone. J'ai rappelé, j'ai dit que Monseigneur, parce que c'est un évêque, j'ai dit, il y a 8 universités d'État. Il y a 3 recteurs anglophones sur 8. C'est ça la réalité. Il y a 8 universités d'État. Il y a 3 anglophones. Vous voyez le déséquilibre. Alors, ça veut dire qu'il y a plus d'anglophones recteurs que les autres. Ensuite, j'ai dit à cet évêque, bon, faites une lettre. Je veux transmettre cette lettre au chef de l'État. Vous voulez un ministère parmi les ministères d'éducation. Dans la même lettre, il a dit que, monsieur le président, j'ai dit, quand vous vous adressez au chef de l'État, il faut être poli. Il faut faire des suggestions. Le chef de l'État est le seul juge de l'opportunité. Il faut que les gens le sachent. Le chef de l'État est le seul juge de l'opportunité. Et il décide en temps opportun. Donc cet évêque m'a remis la lettre. Je suis arrivé à Yaoundé, j'ai fait un compte rendu au chef de l'État. Vous voyez que le gouvernement du 2 mars a tenu compte, n'est-ce pas, des sollicitations ou des doléances, si je peux m'exprimer, de cet évêque. Donc c'est ça le dialogue constructif. Ça veut dire que vous avez une idée, vous faites une proposition de manière très polie. Et vous laissez au chef de l'État de décider. Personne ne peut donner les ultimatums à un État comme le Cameroun. Ça ne marche pas. Mais quand une doléance est légitime, quand elle est exprimée vraiment en toute transparence, en toute honnêteté, je peux vous dire, le chef de l'État est toujours ouvert au dialogue. Voilà la preuve. Et cet évêque, comme je parle, il se reconnaît qu'on s'est rencontrés et il m'a donné une lettre. Et cet évêque, après le gouvernement, a été honnête de me dire, le président Paul Biya est un homme de parole. Il faut lui dire merci de notre part. Et vous, à propos de vous-même, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un homme de pouvoir, pour finir? Je ne suis rien. Ça, je peux vous le dire. Je suis un ministre, il y en a plusieurs. Je suis un homme politique parce que le chef de l'État m'a aussi donné une responsabilité politique dans le département de la Maison. Je travaille en toute humilité. Et je fais mon travail humblement, sans zèle. Mais je le fais je ferai ce travail sans la moindre complaisance. Parce que le chef de l'État attend de nous les résultats. Nous sommes en année électorale, le chef de l'État veut une amélioration de la vie des populations. Et les acteurs que nous sommes, nous devons, n'est-ce pas, mériter cette haute confiance du chef de l'État. Et la meilleure manière de mériter, c'est de travailler effectivement, non de faire exactement ce que le chef de l'État nous dit de faire. Donc, je vous dis, je serai un homme d'action.
Et je veux tu attendre les instructions du chef de l'État avant d'agir. Donc je suis un homme simple. Monsieur Paul Atanga-Ndji, ministre de l'Administration territoriale, merci de votre participation à cette émission Actualité Hebdo en ce dimanche. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Dimanche prochain est un autre jour. Bonsoir. Merci. Je peux vous dire de toutes les façons, ces gens-là vivent et ils se portent bien. Nous allons continuer notre discussion sur la crise anglophone, notamment dans un tout petit instant, Monsieur le ministre. Le temps pour nous de faire un petit point sur votre tournée régionale. Ce ne sera pas à Bamenda et à Boya, mais ce sera à Douala, avec notre reporter Oswald Medoun. Cette étape dans le littoral est à l'image des autres régions. Ici aussi, le nouveau patron de l'administration territoriale est venu faire un état des lieux de la vie sociopolitique de l'une des régions potentielles plurielles. Et sur ce plan, Paul Atanga-Ndji peut être rassuré. Inscrit dans l'air du temps, la décision du MINAT de fermer provisoirement les armureries est convoquée. Dans ce concerto de son de cloche, celui des dignitaires Sawa est clair et précis. Le peuple de l'eau a déjà le regard vers l'horizon. Ce n'est pas au moment où nous avons des troubles à l'extrême nord, des perturbations dans nos deux régions sœurs du Cameroun, que nous allons aller en aventure. Les gens sages ne fonctionnent pas comme ça. C'est pour ça que nous avons pensé que, plus que par le passé, il faudrait que ce monsieur, qui fait preuve de beaucoup de pondération, même dans ses décisions, il tourne la langue plusieurs fois comme on le fait au niveau de la sagesse, eh bien il faut lui donner encore la chance de nous accompagner. Voilà les motivations fondamentales de notre déclaration. Les maires et les mototaximens sont invités à la table du MINAT. En jeu, le meilleur contrôle de l'une des activités phares du moment pour un partenariat efficace. Une série de concertations avec des leaders de différents plans permet au MINAT de voir le littoral tel que le perçoivent ces acteurs de la société civile pour mieux s'en approprier les différents paramètres. Monsieur le ministre, au début de ce qu'on appelle aujourd'hui la crise anglophone, vous étiez parmi ceux qui disaient qu'effectivement il s'agissait, on va dire, de marginaux, de bandits de grand chemin qui opéraient. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, peut-être avec vous, que l'histoire vous donne un peu raison? Tout à fait. Je crois que l'histoire me donne entièrement raison. Parce que dès le départ, j'ai dit aux gens, d'abord le mot crise anglophone, je ne l'ai jamais utilisé. Ça ne vous convient pas? Ça ne me convient pas. Je parle de perturbations dans les eaux orchestrées par des Camerounais égarés en quête de notoriété. Et d'ailleurs, j'ai souvent dit que qui leur a donné mandat de parler au nom des anglophones. Vous savez, on est dans un pays. Et puis ma vision, c'est quoi? Je suis Camerounais. Qui est anglophone, qui est francophone, je ne le sais pas. Et je dis de toutes les façons, le président de la République a fait de ce pays un îlot de paix où il fait bon vivre, on peut vivre partout. Donc je disais au départ que il y a de l'instrumentalisation. Et que ceux-là qui parlaient des problèmes des avocats, des problèmes des enseignants, c'était des alibis parce qu'ils avaient un agenda caché. Et que cet agenda, c'était la déstabilisation du Cameroun, c'était la remise en cause de l'unité nationale. Et aujourd'hui, je crois que quand le chef de l'État est rentré de la visite officielle en Côte d'Ivoire, il a dit à l'aéroport, je cite, « Les choses sont désormais parfaitement claires pour tout le monde. Le Cameroun est aujourd'hui victime d'attaques de terroristes qui se réclament d'un mouvement sécessionniste. Nous allons prendre des mesures pour les mettre hors d'état de nuit. » Fin de situation. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Voilà exactement. Je crois que le chef de l'État a tout résumé et on comprend effectivement qu'à l'époque, moi, c'est ce que les gens oublient, moi je suis le secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Et quand j'ai fait une évaluation, je crois que les gens n'étaient pas suffisamment sages de remarquer que c'était le secrétaire permanent qui parlait et que j'étais fondé de dire que ces revendications avaient un agenda caché. Et j'avais même parlé que les gens ont cotisé de l'argent, ils vont envoyer de l'argent pour l'argent. Mais aujourd'hui, les événements, c'est ça qui se passe sur le terrain aujourd'hui. Donc je crois quand même que parfois nous faisons des évaluations sur la base des faits que nous avons, et puis on n'est pas forcément obligé de donner les sources de nos recherches. Alors, vous avez rencontré dans votre tournée les chefs traditionnels notamment. On vous a vu, c'est souvent des images dans lesquelles vous discutiez avec les chefs traditionnels et on connaît un peu votre style à vous, Paul Atanga-Ndji. Il est, on va dire, un peu dur, un peu ferme.
Ces chefs traditionnels, là, notamment ceux du Nord-Ouest, ils vous ont écouté quand vous leur disiez collaborer avec on va dire, les institutions de la République? Je crois qu'ils m'ont... Je leur ai dit d'abord que je vous apporte un message du chef de l'État. Le dialogue, la réconciliation, le vivre ensemble. Et puis, vous avez fait du présent, puis il y a le fond des fonds. Et donc, ça veut dire qu'il est le chef de l'État. Donc, il faut assumer ça. Il faut assumer. Et je leur ai dit de toutes les façons, vous n'avez pas besoin de brûler une école pour demander la construction d'une route. Vous n'avez pas besoin de poignarder, de tuer vos enfants pour demander les projets de développement. Non, ça ne se fait pas. Je leur ai dit, nous vivons dans un cadre légal. Donc, si vous avez des revendications, il faut poser vos revendications. Il y a le préfet, il y a le gouverneur, il y a le sous-préfet. Ceux-là vont vous écouter et ils vont entendre. Donc, je crois que les chefs traditionnels, je leur ai dit, je vous donne l'arbre de la paix. Ils m'ont aussi remis l'arbre de la paix. Ça veut dire qu'il y a un partnership, c'est un contrat social. Nous devons travailler pour améliorer notre vivre ensemble. Pas comme des anglophones, pas comme des francophones, mais comme des Camerounais. Parce que lorsqu'on se met au-dessus, on n'est pas anglophone, on n'est pas Camerounais, on est mieux servi. C'est-à-dire, on est à même de mieux servir le Cameroun dans cette posture-là. Mais dès lors qu'on vous dit que j'appartiens à tel groupe, non, ça veut dire que... Et de toutes les façons, moi, je leur ai dit que moi, je suis né à Bamenda, mais je dois me comporter comme un Camerounais à part entière, et non comme un Camerounais entièrement à part. Parce que les gens pensent qu'il faudrait qu'on se comporte comme des Camerounais entièrement à part. Je crois que ce n'est pas juste. Ce qui a lieu de faire, et mon discours, c'est quoi? Regardez ce que le chef de l'État nous a donné. Il nous a donné beaucoup de choses. Donc, quelle est notre réponse par rapport à tout ce que le chef de l'État nous a donné? C'est la question que je leur ai posée aux chefs traditionnels, aux évêques, aux hommes de l'Église, aux autorités religieuses, aux hommes d'affaires, aux enseignants. Et ils ont dit que nous devons faire un partnership pour derrière le chef de l'État pour construire, pour consolider l'unité nationale. Monsieur le ministre, si on rentre vraiment dans la politique et on prend le Nord-Ouest, le principal parti d'opposition, opposition au RDPC s'entend, dans le Nord-Ouest, le SDF, à travers son chef, John Fundi, dit « Nous sommes pour le fédéralisme ». Vous, RDPC, vous répondez quoi au SDF dans ce sens-là? Est-ce qu'il s'agit simplement de politique politicienne, juste pour entretenir, on va dire, la masse des militants, ou alors c'est un problème sérieux? Je crois que même ceux qui parlent du fédéralisme, ils n'y croient pas. Le fédéralisme a fait ses preuves, ça n'a pas marché au Cameroun. Le fait a complètement échoué parce que l'administration est double. Tout ce que nous faisons est double. Vous ne pouvez pas avoir, n'est-ce pas, une administration au niveau régional et une administration au niveau central. Et voilà pourquoi on a posé cette question aux Camerounais. Un peuple souverain qui a dit qu'il faut mettre un terme au fédéralisme. Et puis aujourd'hui, je ne sais pas combien d'années, 56 ans après, on parle encore du fédéralisme. Non, ça ne peut pas marcher, même si que le 10 n'y croient pas. Parce que si on leur dit, est-ce que vous pouvez mettre en place, en pratique, la politique du fédéralisme, ils vous diront, ils ne peuvent pas, parce qu'il faut beaucoup de moyens. Alors, ils vont prendre ces moyens là-haut. Donc, parfois, ils font c'est de la surenchère politique. Ils veulent être bien vus. Mais en réalité, est-ce que c'est faisable? La réponse est non. Le président de la République a mis en place un cadre, la décentralisation. Et puis, il avait dit lors du discours de fin d'année qu'on va accélérer la centralisation. Et puis, il avait dit lors du discours de fin d'année qu'on va accélérer le processus de la décentralisation. Lors du gouvernement du 2 mars, il a créé un ministère de la décentralisation. Donc, le chef de l'État, son excellence, pour ceux qui avaient travaillé sur le terrain, ont pu grader il y avait 5 partis politiques dans la course. Mais à l'arrivée, vous voyez les résultats. Donc je crois que le RDPC s'est bien préparé pour ces élections et les résultats reflètent la réalité politique au Cameroun. Donc, il y a un parti qui est bien implanté, qui constitue, n'est-ce pas, on peut dire par exemple une machine électorale, et puis les autres qui se débrouillent encore, mais qui ne peuvent pas encore atteindre le niveau du RDPC, disons les choses honnêtement. C'était simplement l'échauffement pour la présidentielle à venir. Le RDPC est fortement mobilisé pour cette présidentielle. Nous allons faire un tour du côté de nos machines, Monsieur le Ministre, pour voir un peu à quoi ressemble justement ce Sénat tel qu'il est constitué aujourd'hui, après l'élection sénatoriale et également après la nomination des 30 par le Président de la République. Séverin Alégambélé. Le scrutin du 25 mars 2018 a dévoilé son verdict. Sur les 9 formations politiques en compétition, seuls le RDPC et le SDF se sont répartis les 70 sièges. La nomination des 30 sénateurs complète la coupe, donnant lieu à une nouvelle configuration de la Chambre. La deuxième législature, contrairement à la première, qui comptait 6 partis,
accueille 7 formations politiques, dont le RDPC, le SDF, l'UNDP, l'ANDP, le MDR, l'UPC et le FSNC. L'UPC est le nouveau venu dans la famille qui s'est agrandi avec 2 sénateurs de l'UNDP dans la Damawa et le littoral. Une évolution à noter, 25 femmes font leur entrée au Sénat en 2018. Elles étaient au nombre de 20 à la précédente mandature. Un pas de plus vers l'intégration de la femme dans la gestion des affaires politiques. Comparativement à la première législature, seul le RDPC disposera d'un groupe parlementaire au Sénat. En 2013, le SDF en avait un parce qu'ayant obtenu 14 sièges à l'ouest et dans la Damawa. Toute proportion gardée, on peut s'accorder à dire que le vote du 25 mars a fait un premier tri et l'acte de nomination du président de la République procède à quelques ajustements tenant compte du jeu des alliances et équilibre politique. Mais au final, le Sénat, première et deuxième mandature, c'est 70 membres élus, 30 nommés. Beaucoup de visages connus, un objectif constant, faire avancer le processus de décentralisation en collaboration avec l'exécutif. Monsieur le ministre, laissons de côté le Sénat et parlons de la tournée que vous avez entreprise ces derniers jours dans les régions du Cameroun. À peine avez-vous été installé que vous avez commencé cette tournée dans les régions. Et d'abord, Bamenda Boya. Est-ce qu'il y avait vraiment urgence à aller dans ces régions-là? Alors, je tiens d'abord à vous dire que ma descente sur le terrain résulte des très haute instruction de son Excellence, Monsieur le Président, le plus chef de l'État. Vous savez, le ministre de l'administration territoriale est un ministère important et puis le ministre ne peut pas prendre une initiative sans l'aval du chef de l'État. Donc c'est le chef de l'État qui m'a demandé de descendre sur le terrain pour dialoguer et apporter le message de réconfort et le message de paix aux ressortissants des régions concernées. Quelle est la situation que vous avez trouvée à Bamenda Boya, dans le nord-ouest d'une manière générale? Ça va pas dans cette zone-là? J'ai dit globalement, la situation est sous contrôle. Ça, je tenais à le dire, globalement, la situation est sous contrôle. Il y a eu des perturbations, il y a eu des violences, il y a eu des atrocités commises par des sécessionnistes, mais globalement, la situation est sous contrôle. Nous avons discuté avec les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité. Ils nous ont fait un bilan de la situation en compte rendu des différentes activités sur le terrain. Je dis globalement, la situation est sous contrôle et le chef d'État a tenu à féliciter les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité qui, malgré les provocations, ils ont été violentés. On a saccagé les commissariats de police, les brigades de gendarmerie, on a même tué les forces de défense. Mais ils ont gardé leur sang-froid et ils ont fait le travail de maintien de l'ordre sans aucun excès. Monsieur le ministre, il y a une question que, on va dire, tout le monde se pose. Qui sont les preneurs d'otages et autres poseurs de petites bombes par-ci par-là dans le nord-ouest et le sud-ouest? C'est qui exactement? Mais j'ai dit, c'est des bandits de grand chemin. Parce qu'au départ, on nous a dit qu'il y avait des revendications des avocats et des enseignants. Pour la plupart, le chef de l'État a apporté des solutions idoines. Je dirais même que le président de la République allait au-delà de tout ce que les réclamations, il a donné beaucoup plus de solutions qu'attendaient les enseignants et les avocats. Mais aujourd'hui, nous avons affaire à des bandits de grand chemin, des sécessionnistes qui veulent remettre en cause, n'est-ce pas, l'unité nationale, ce qui est inacceptable. Donc je dis, voilà, ce qui se passe aujourd'hui, bon, on prend des otages, on demande l'argent, et puis bon, vous savez que c'est quelque chose qui est inacceptable. Donc je dis aujourd'hui, le grand bandit, hier c'était des revendications corporatistes. Qui ont été satisfaites. Qui ont été satisfaites. Et après maintenant, il y a eu cette tentative, n'est-ce pas, de diviser le Cameroun en prenant la création d'un État qui ne peut pas exister, bien évidemment. Et aujourd'hui, c'est le grand banditisme. Donc la responsabilité, c'est ceux qui ont commencé tout cela. C'est eux qui ont commencé. Alors aujourd'hui, ils sont incapables même de maîtriser ce qu'eux-mêmes ils ont. Alors, quelque chose qui a un lien avec cela, c'est l'activité des mototaxis. On a interdit cette activité-là dans ces deux régions-là. Pourquoi? Bon, nous, à travers les rapports de la police et des forces de sécurité, les autorités administratives, nous avons constaté que 90% de toutes les atrocités commises étaient planifiées et exécutées par les conducteurs de mototaxis. Alors, donc, quand les sécessionnistes arrivaient ou les terroristes, ils recrutaient les mototaxis. Et puis, ces conducteurs-là vont quelque part, dizaines, vingtaines, pour saccager soit un commissariat de police, soit brûler une école, soit brûler les centres de santé, soit brûler des collèges. Et puis, quand on a vu comme ça, on a donc dit qu'il fallait d'abord interdire dans certaines localités pour mettre de l'ordre dans la profession. Alors, il y a quand même un paradoxe, monsieur le ministre. Vous arrivez, vous offrez des casques
hein, à certaines associations de mototaximens. Vous arrivez avec ce qu'on pourrait appeler l'arbre de la paix pour prôner le dialogue, si l'on ose dire, et au sortir, on prend la décision d'interdire cette activité-là. Quelle est la cohérence de tout cela? Mais c'est extrêmement cohérent. Bon, l'arbre de la paix, donc, le chef de l'État m'a dépêché. Il m'a dit, allez discuter. Parce que c'est ça le dialogue. On discute avec les institutions, on discute avec ceux qui ont un mandat, ceux qui peuvent parler au nom des citoyens. Donc, les autorités religieuses, les chefs traditionnels, les enseignants, ceux qui gèrent les syndicats, les associations, les conducteurs de mototaxi. Mon langage est clair. Je leur ai donné l'arbre de la paix en disant que vous êtes vous-même les messagers de la paix. Est-ce qu'il y a une forte signification dans cette zone-là? Tout à fait, parce que bon, tout le monde parle de dialogue, mais le chef de l'État parle de la paix et de la réconciliation. Et le chef de l'État va plus loin en disant qu'on ne peut pas construire dans le désordre. D'ailleurs, le désordre ne profite à personne. Donc il était question de sensibiliser les gens en leur disant que ceux qui brûlent, qui incendient les commissariats de police, qui brûlent les écoles, qui violent les filles, qui poignardent les gens, qui tuent les militaires, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ils ne viennent pas de Jupiter, encore moins de Mars, ni de Saturne ou de Mercure. Ils vivent avec nous. Donc chacun a la responsabilité d'éduquer, n'est-ce pas, ses frères. Donc il fallait donc passer ce message en leur disant ceux qui sont en brousse doivent quitter pour rendre bien. C'est un homme d'État sérieux. Il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Mais les autres, ils parlent. Est-ce qu'ils savent comment on gère un État? C'est ça la question. Ils font seulement de la politique. C'est de la surenchère. Et puis on ne peut pas. Vous savez, le président de la République connaît ce pays mieux que quiconque. Le président de la République est l'homme le plus renseigné de ce pays. Donc quand vous faites vos évaluations, il connaît le Cameroun profond et il a la légitimité du peuple, souverain et maître de son destin. Donc je crois que vraiment le bon sens, quand le chef de l'État, qui connaît ce pays mieux que quiconque, quand il prend une décision, nous devons adhérer à sa décision, parce qu'il connaît le pays, il connaît le Cameroun profond. Je vous dis que le président de la République que je connais, chaque minute de sa vie, chaque seconde de sa vie, chaque heure de sa vie, chaque jour de sa vie est entièrement consacré pour la construction de ce pays, pour le bien-être des Camerounais et pour l'édification de notre destin commun. Donc on peut créer un parti politique, on dit que voici notre option politique. D'accord, c'est mieux, c'est légitime. Vous savez, on fait avec les armes que nous avons. On est en démocratie. On est en démocratie. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est que ceux qui n'ont aucune légitimité, qu'ils restent en disant qu'ils sollicitent, ils veulent un mieux-être pour les anglophones. Personne ne leur a donné ce mandat, c'est des imposteurs et ils doivent être traités comme tels. Monsieur le ministre, toujours avec les chefs traditionnels, nord-ouest, sud-ouest et même littoral cette fois-là, ils disent qu'il faut que le président de la République se présente à l'élection présidentielle de cette année. Là encore, vous êtes, on va dire, le messager de ces chefs traditionnels-là. C'est parti comme ça pour la campagne électorale? Mais, tout à fait. Mais je viens rencontrer les chefs traditionnels en leur disant que je vous apporte le message de paix et de réconciliation du chef d'État. Ils sont tellement contents et convaincus du bien fondé de ce message. Ils disent en retour, Monsieur le ministre, dites au président de la République que nous avons compris, nous allons collaborer. Mais nous avons un souci. Et le souci, il doit être notre candidat. Parce que le Cameroun, les Camerounais ne veulent pas l'aventure. C'est ça la vérité. C'est un pays complexe, plus de 350 ethnies, avec toutes les composants sociologiques extrêmement compliquées. Donc les chefs traditionnels, et ils l'ont fait de manière spontanée, dans la région du nord-ouest, dans la région du sud-ouest, à l'ouest et dans le littoral. Vous avez suivi le chef traditionnel, le président du Gondo, exactement, il a dit que non, qu'il a de l'expérience. Et nous avons besoin de l'expérience du chef de l'État, parce qu'il connaît ce pays. Et puis ceux qui ne veulent pas l'aventure, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que le président de la République est une assurance tout risque pour le Cameroun. Il n'est pas seulement le meilleur candidat, mais c'est une assurance tout risque. Et quand les gens s'expriment, c'est du fond du corps, c'est fondé. On ne peut pas accepter l'aventure. La présidence de la République, j'entends, bon, on crée un parti politique, je veux être président de la République, mais il ne faut pas jouer avec le Cameroun, ce n'est pas un jeu. Il y a des gens qui n'ont jamais géré une boutique, qui n'ont jamais géré un comptoir, qui n'ont jamais géré, n'est-ce pas? Ils disent que je veux, bon, comme par enchantement, il veut être président de la République. D'accord, c'est légitime. Le président lui-même a dit que cette démocratie, je l'ai voulu,
il est irréversible. Elle ira jusqu'au bout. Mais je crois quand même que le bon sens, vous savez parfois que lorsqu'on est obsédé par la folie de grandeur, mais on perd le sens de la raison. Le Cameroun n'est pas un jeu. N'importe qui ne peut pas se lever pour dire que je vais gérer le Cameroun. Vraiment, il y aura un débat politique, on va exprimer des intentions, mais on ne gouverne pas avec la surenchère, ça ne marche pas. Monsieur le ministre, toujours au cours de votre tournée et plus parmi les actes que vous avez pris ces derniers jours-ci, il y a cette interdiction des armureries et même de l'utilisation des armes à feu, notamment dans 4 à 5 régions qui sont véritablement ciblées par cela. Est-ce que le problème est si grave que ça pour que du jour au lendemain on décide d'arrêter, de dire on ferme tout? Je crois que le problème est extrêmement grave. Il est extrêmement grave parce que la loi est claire. Pour posséder une arme, à feu, une arme de fabrication artisanale, une arme de chasse, il faut une autorisation expresse du ministre de l'administration territoriale. C'est ce que prévoit la loi. Il y a une autorisation pour l'achat, il y a une autorisation de port d'armes. Bon. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Nous sommes dans un pays où pratiquement 55-70% des armes en circulation n'ont pas reçu d'autorisation. Donc il était question maintenant d'arrêter d'abord, de faire une évaluation et on va continuer. Voilà pourquoi les armureries ont été fermées et pour qu'on fasse une évaluation. Et au même moment, nous avons interdit et les gouverneurs, les préfets ont été chargés d'abord de récupérer les armes. On va identifier tout le monde et à partir de là, nous saurons exactement qui détiennent une arme au Cameroun. On a plus peur des armes qui viendraient de l'extérieur, notamment notre frontière reste avec la République centrafricaine, dans l'extrême nord, le Nigeria ou le Tchad, même dans le nord-ouest, sud-ouest avec le Nigeria, qui pose de plus en plus de problèmes. C'est de ça qu'il s'agit ou alors simplement vraiment des armes traditionnelles dans nos chefferies? Je vais être clair, mais la loi dit ceci. On ne peut pas détenir une arme sans autorisation. Ça, c'est la base. Absolument. Voilà, donc ceux qui n'ont pas d'autorisation ne peuvent pas. Bon, si on fait une évaluation, le MINAT a donné peut-être 3500 autorisations, mais sur le terrain, il y a plus de 27 000 armes. Vous voyez cette disparité. Donc il faut contrôler parce que le MINAT, dans son fichier, doit pouvoir identifier à tout moment ceux qui détiennent les armes au Cameroun. Donc nous sommes dans ce processus. Nous allons continuer notre discussion dans un tout petit instant. Monsieur le ministre, le temps pour nous de faire un tour du côté du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, notre parti politique qui tenait congrès ce week-end ici à Yaoundé. Maurice Kamto, le président de ce mouvement, est le candidat du MRC à l'élection présidentielle de 2018. Voici Séverin Alégambélé. Les assises de la convention ordinaire du MRC au Palais des Congrès ont avancé dans la programmation. Les bureaux nationaux des organes annexes pour les femmes et les jeunes ont été mis en place. Dans la déclaration de politique générale devant des délégués venus des 10 régions du pays, en parterre d'invités, des membres de la société civile et des formations politiques, le président national du MRC a revisité le parcours de son parti de la naissance à ce jour, passant par la première convention ordinaire de 2012. Le professeur Maurice Kamto a évoqué la participation de son parti au scrutin de 2013 qui lui a valu 19 conseillers municipaux et un député à l'Assemblée nationale. Il a surtout brossé un tableau très peu reluisant de la situation sociopolitique du Cameroun, mettant en avant les limites structurelles dans le fonctionnement des institutions. Comme proposition, le MRC est favorable à une réforme consensuelle du code électoral. Le fait majeur de cette deuxième convention, ce sera la désignation du candidat du MRC à la prochaine élection présidentielle. Retour sur ce plateau avec notre invité. Un mot, monsieur le ministre, sur le MRC. Le candidat, c'est Maurice Kamto. Nous sommes partis là vraiment pour ce qu'on pourrait appeler notre véritable année électorale. Les candidats vont continuer de se déclarer. Est-ce qu'au MINAT, on est conscient de ce que ça va être une année de travail véritablement? Je crois que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans son discours de fin d'année, avait déjà dit que c'est une année des élections. Donc c'est une année importante. Au MINAT, nous faisons ce que nous devons faire parce que nous devons accompagner les camps et tout. Donc nous prenons nos dispositions, nous allons entrer dans la République. Parce que tôt ou tard, ils feront face à la justice. Et vous savez, la justice fera tout son travail. Donc nous leur disons, si vous avez des doléances, d'ailleurs le chef de l'État l'a si bien dit, le président Paul Biya a dit, vous n'avez pas besoin de prendre le chemin du maquis pour exprimer vos doléances
ou vos pensées ou vos opinions. Donc le Cameroun, c'est un pays démocratique, et d'ailleurs le chef de l'État a souvent dit que le processus démocratique est irréversible. C'est ce que le chef de l'État lui-même dit. Alors ça veut dire qu'il y a de la liberté, mais il faut en faire bon usage. On ne peut pas, au nom de la liberté, poser des actes répréhensibles. Donc il fallait éduquer les gens. Voilà pourquoi j'ai rencontré les conducteurs de mototaxi, Ibrahim. Qu'est-ce qui se passe? Il travaille sur la base d'un décret du Premier ministre. Mais ce décret n'est pas respecté. Le décret dit qu'il faut vous faire identifier. Ensuite, la moto doit être immatriculée. Ensuite, la moto doit travailler géographiquement. Dans un périple donné. Exactement. Mais ce n'est pas respecté. Mais néanmoins, le chef de l'État demande, il faut de la pédagogie. Donc, il faut éduquer les gens en leur disant que, bon, voilà ce que vous devez faire. Il y a un décret du Premier ministre qui doit être respecté. Donc, on est ce qu'on appelle, ça c'est la période de la sensibilisation. Et on doit éduquer les gens. Et d'ailleurs, les conducteurs nous ont dit que d'ailleurs, nous vous disons merci, et ils disent que bon, tout n'est pas mauvais, qu'on va extirper de nos rangs ceux qui commettent des atrocités. Ils ont fait cette promesse formelle, et depuis 2 semaines, nous voyons ce qui se passe. Nous avons récupéré les armes, on a récupéré les caches d'explosifs grâce à l'aide des conducteurs de mototaxi. Est-ce que cela veut dire que dans les semaines ou les jours qui suivent, on va lever l'interdit? De toute façon, les gouverneurs et les préfets territorialement compétents ils aviseront. Ils vont faire une évaluation de la situation. Et c'est sur la base des recommandations des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets que nous verrons si on peut lever les interdictions là où nous avons interdit ces activités. Donc voilà, nous travaillons sur la base des rapports, mais faits par les autorités administratives. Monsieur le ministre, vous allez donc dans le nord-ouest, le sud-ouest, vous rencontrez les autorités traditionnelles et puis les autres corps constitués, si l'on ose dire, de ces régions-là. Et vous dites dialogue, dialogue. Alors, on dialogue avec qui? Simplement ces autorités traditionnelles, ces responsables syndicaux et autres? Mais de toute façon, le chef de l'État dit en fin d'année qu'on va dialoguer, mais dans un cadre institutionnel. Et puis le Premier ministre, chef du gouvernement, avait déjà commencé ce dialogue. Et le Premier ministre était à Bamenda. Je crois qu'il a longuement reçu les syndicats, des enseignants, des mototaxis, les religieux, les chefs traditionnels, et chacun a donné une idée, chacun a donné des propositions. Et le Premier ministre, quand il est venu, il a fait un rapport au chef de l'État. Et c'est sur la base de ces rapports du Premier ministre que le chef de l'État a pris d'importantes décisions, n'est-ce pas, pour apporter des solutions. Vous voyez, par exemple, le code OHADA, le traité a été traduit en anglais. On a créé, n'est-ce pas, une section à la Cour suprême, et puis c'est un magistrat anglophone qui a été nommé. Ça fait partie des revendications. On a recruté plus de 1000 enseignants. Bon, vous voyez, ça fait partie des doléances présentées. Donc, quand les doléances sont légitimes, quand elles sont fondées, généralement, je crois que le chef de l'État... Bon, Monsieur le ministre, comment vous comprenez ou vous expliquez ce que d'aucuns appellent le dialogue inclusif? Alors, le dialogue inclusif, c'est un mot, à mon avis, qui n'a pas de sens. Il y a un dialogue dans un cadre institutionnel. C'est ça que j'ai apporté comme message. Et je dis que, bon, quand on parle de dialogue inclusif, je ne sais pas si on fait allusion à la table ronde, ou je ne sais pas si les gens vont se retrouver dans une salle. Non, il ne s'agit pas de cela. Le dialogue, c'est discuter avec ceux qui ont un mandat, ceux qui peuvent discuter, ceux qui peuvent valablement faire des propositions. Et c'est ça, les chefs traditionnels. Il y a les évêques, les pasteurs qui ont des écoles, et puis il y a des députés, il y a les autorités religieuses, il y a des sénateurs, il y a les hommes politiques. Donc le dialogue, il est ouvert. Moi, je suis minable. Vous venez aujourd'hui, vous faites des propositions. Moi, je fais des analyses et je transmets vos propositions aux chefs d'État qui en décident. Donc, vous ne parlez pas aux sécessionnistes, comme on les appelle? On ne peut pas parler à ceux qui veulent remettre en cause l'autorité de l'État. On ne peut pas parler à ceux qui brisent, qui ont tenté de briser l'unité nationale. On leur dit qu'ils n'auront jamais les moyens de combattre un État. Ils ne peuvent pas le faire, ce n'est pas possible. Donc, sachez, M. Ibrahim Chérif, il y a un an, bon, les évêques, les pasteurs, les hommes politiques ont demandé au chef d'État, Monsieur le Président de la République, bon, il faut libérer les gens qui ont été interpellés, la paix va revenir, la situation va trouver une solution. Ces personnes-là ont été libérées? Le chef d'État, ils ont été libérés. Et puis les gouverneurs des régions ont été chargés même d'accueillir ces personnes libérées. Et ces personnes ont été remises à leur famille. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé après? Mais ces mêmes personnes, le 1er octobre, étaient dans la rue en train de brandir les drapeaux d'un pays qui n'existe pas. Et ils ont vandalisé les commissariats, ils ont brûlé les brigades des gens, ils ont poignardé, on parle d'environ 75 filles poignardées sur le chemin de l'école, les enfants poignardés. Il y a eu plus de 114 cas de viol où les sécessionnistes sont entrés dans les écoles. Ils ont trouvé des filles en tenue. Ces filles ont été violées.
il y a les éléments des forces de défense qui ont été brutalement assassinés dans leur poste de travail. Alors, comment peut-on discuter avec ça? Ce n'est pas possible. Vraiment, nous sommes dans un état de droit. Et le chef de l'État, quand le président de la République recevait la secrétaire générale de Commonwealth, il a clairement dit qu'en tant que garant de la Constitution, il a le devoir, n'est-ce pas, de rétablir l'ordre et de punir les coupables. Donc voilà. Et puis, les gens ne vont pas comprendre. J'ai été sur le terrain. Vous croyez, M. Ibrahim, si votre fille avait été poignardée parce qu'elle est en train d'aller à l'école, si votre fille avait été violée parce qu'elle se rend à l'école, vous allez demander que de telles personnes soient libérées? Je crois que non, personne. Et à propos de libération, Monsieur le ministre, il y en a encore quelques-uns qui sont en prison, quelques sécessionnistes qui ont été pris, pour certains au Nigeria, d'autres ici même au Cameroun. Il y en a qui vous disent, à vous, au gouvernement, où sont les preuves de vie? Où sont ces personnes-là? Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais nous répondons en disant que ces gens-là vivent. Et le moment venu, mais on va les voir. Pourquoi les gens sont-ils pressés? Ils sont là. Mais je vous dis, il y a même des sécessionnistes qui ont été extradés du Nigeria. Il y en a qui avaient 70 kilos. Aujourd'hui, ils ont 85 kilos, 90 kilos. C'est-à-dire qu'ils sont bien traités en prison, bien nourris. Et il y a des médecins qui passent là-bas 2-3 fois par jour pour regarder. Donc, ils sont bien traités. Et de toute façon, M. Ibrahim Chérif, on est au niveau des enquêtes préliminaires. Les enquêtes préliminaires, c'est la gendarmerie et la police. Et après, maintenant, il y a l'information judiciaire. Et puis, le juge d'instruction va reprendre le dossier pour regarder ce qui est dedans. Et à l'issue, et puis le juge instruit à charge et à décharge. Ça, il faut le dire. Ça veut dire qu'on peut avoir interpellé 150 personnes. On ne va pas dire que les 150 personnes vont être condamnées parce que dans chaque entreprise criminelle, il y a les commanditaires, il y a les exécutants, et puis il y a ceux qui accompagnent, ces gens-là. Donc, vous vous trouvez au mauvais endroit, au mauvais moment, on vient vous prendre. Donc, il faut faire confiance à la justice camerounaise. Le chef de l'État ne s'occupe pas, l'État ne se mêle pas des activités au niveau de la justice. Mais il est évident qu'à la fin de l'information judiciaire, vous savez, qu'est-ce qui va se passer? Ceux contre lesquels les preuves, les indices concordants de culpabilité n'auront pas été retenus, ils pourront bénéficier d'un non-lieu. Ceux-là seront libérés. Mais ceux contre lesquels il y a des preuves irréfutables d'atrocités commises, bon, ils vont être jugés. Mais on ne peut pas vous dire comment on ne donne pas une orientation à la justice camerounaise. Nous sommes dans un pays où la justice est indépendante. Elle fait son travail. Que les gens ne soient pas pressés. De toutes les façons, c'est le procureur de la République ou le juge qui donne les permis pour rendre visite aux détenus. Donc, quand on va arriver au moment venu, Bonsoir. Le Sénat est au complet. 30 sénateurs nommés par le président de la République rejoignent les 70 élus à l'issue du scrutin du 25 mars dernier. Très attendu maintenant, la session de plein droit le 24 avril prochain qui verra l'élection d'un nouveau bureau de la Chambre haute du Parlement avec à sa tête un président, poste tenu jusqu'ici par Marcel Nyat Ndjifendi, reconduit parmi les 30 par le chef de l'État. Cette semaine également, on a beaucoup parlé de la tournée régionale du ministre de l'administration territoriale qui, après Bamenda et Boya et Bafoussam, s'est rendu à Douala dans le littoral. Tout cela dans un contexte fait d'engagement fort dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme et également dans la réaffirmation du caractère indivisible du Cameroun et du respect des institutions républicaines. Paul Djiyatanga, le ministre de l'administration territoriale, est l'invité d'actualité hebdo ce soir. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ibrahim Chérif. Alors, on va commencer par le Sénat. 87 sénateurs sur 100 pour le RDPC. Alors, est-ce que le parti dont vous êtes membre ne sait pas que l'obésité est une maladie? Alors, je vous réponds en disant clairement que c'est une illustration, que le RDPC est bien implanté au Cameroun et que le RDPC se porte bien. Ensuite, vous savez, le RDPC fait un travail formidable sur le terrain depuis des années. Et le président national, son Excellence, M. Paul Biya, nous a toujours dit qu'une élection n'est jamais gagnée à l'avance. Donc il faut travailler pour gagner une élection. Donc le résultat, c'est la logique du travail. C'est-à-dire que ça ne vous surprend pas. Si le SDF n'avait pas gagné dans le Nord-Ouest, ça aurait été, on va dire, encore plus grave.
Et je dirais même que la victoire du SDF dans le Nord-Ouest est assez étriquée, hein, 48%, 50%. Juste quelques petits... Voilà, donc vous voyez que, bon, non, c'est la bonne santé du RDPC qui s'exprime. Mais dans le Nord-Ouest, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était un vote sanction contre ce qu'on pourrait appeler l'élite politico-administrative de cette région que vous représentez, justement? Je ne le représente pas, mais je dis... Vous, entre autres. Oui, de toutes les façons, c'est une élection. Elle est ouverte et vous savez qu'avant cette élection, quel est l'écart entre le RDPC et le SDF? C'est quoi? 23 conseils municipaux. Vous savez, à la veille de ces élections, il y a des gens qui ont envoyé les messages de menace, comme d'habitude, les terroristes, en disant que si ceux qui vont aller voter, ils sont ciblés, et puis on va les assassiner. Bon, il y en a qui n'ont pas pu se déplacer, mais qu'à cela ne tient globalement. Bon, par exemple, mais il y en a qui disent également que c'est parce que simplement le SDF est majoritaire dans cette région-là. Je ne crois pas tout à fait parce que selon les statistiques officielles, de toutes les façons, le RDPC a plus de mairies dans le Nord-Ouest que le SDF. Et puis, quand vous regardez les statistiques des conseils municipaux, le RDPC, comme je disais, a 527 conseils municipaux. Le SDF en avait, je crois, 502 ou 503. Donc, alors, si les conseils municipaux du RDPC s'étaient déplacés pour aller voter. Bon, je crois que la donne. Malgré tout cela, je crois quand même que c'était assez serré. Donc c'est une démocratie. De toute façon, dans le département de la Mézam, où j'ai coordonné, il y a 91 conseils municipaux. Il y a eu 99 votants. Donc, vous voyez que... Vous avez piqué des électeurs au niveau du SDF. Tout à fait. Comme ils l'ont fait dans d'autres départements. Dans d'autres départements, voilà. Nous avons gagné dans le département de la Momo, mais nous on a perdu par exemple 19 conseils municipaux. Nous avons gagné dans le Gorkitundia, nous avons perdu 9. Bon, la somme des voix perdues... On est en pleine démocratie. On est en pleine démocratie. Mais il y a un autre problème, si l'on peut dire. Cette élection, les sénatoriales se déroulent. On est dans un contexte dit de crise anglophone et ça se lit dans les journaux depuis que justement, notamment la liste des 30 sénateurs a été publiée. Les anglophones vous disent, nous ne voulons pas de la présidence du Sénat. Comment vous interprétez ça? Je ne peux pas faire de commentaires parce qu'il ne nous appartient pas de prendre cette décision ou de commenter sur un domaine qui ne regarde que le chef de l'État. Il faudrait que les gens soient sérieux. Vous savez, le chef de l'État a été élu par le peuple camerounais souverain maître de son destin. Et le chef de l'État a le pouvoir régalien. Il décide de manière discrétionnaire. Donc, c'est le chef de l'État qui décide de qui va occuper quel poste. On ne peut pas présager, on ne peut pas même émettre des avis sur un domaine qui ne regarde que le chef de l'État. Donc, vraiment, je crois qu'il faut élever le débat. Nous sommes des intellectuels. Le chef de l'État a été élu par un peuple. C'est le chef de l'État qui définit la politique de la nation. Il faut que cela soit clair. Et c'est le chef de l'État qui décide de comment il va donner des orientations politiques. Donc, le débat sur la nomination d'un président du Sénat dépend du chef de l'État, du bon vouloir du chef de l'État. Et il serait malsain que les gens en fassent des commentaires. Nous parlerons des postes tout à l'heure, Monsieur le ministre. Monsieur Paul Ndjiyatanga, ministre de l'administration territoriale, merci donc de votre disponibilité et merci de vous prêter ainsi à nos questions. Nous parlerons de la crise anglophone, nous parlerons également de la vie et de la sécurité dans nos régions, nous parlerons du contrôle des armes à feu, entre autres dans cette émission. Actualité hebdo, sons et images de la semaine qui s'achève, le Sénat et les 100 sénateurs. La Chambre haute du Parlement est au complet avec la nomination des 30 sénateurs par le président de la République, le ministre de l'administration territoriale sur le terrain, en même temps qu'il ferme des armureries dans certaines régions du pays. Et puis la deuxième convention du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui s'est tenue ce week-end à Yaoundé. Maurice Kamto, candidat du MRC à l'élection présidentielle prochaine. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à Actualité Hebdo. Notre invité ce soir, Paul Atanga-Ndji, ministre de l'administration territoriale. A tout de suite. Monsieur le ministre, un mot encore sur le Sénat. Lorsqu'on voit cette configuration-là, tout à l'heure je vous disais 87 sur 100, vous vous dites, bon, c'est parce que simplement le RDPC s'est bien préparé et donc c'est le résultat du travail qui a été effectué à la base. Mais quand même, est-ce qu'il n'y avait pas lieu, vous allez me dire que vous ne commentez pas la décision du président de la République, mais sur les 30, on aurait pu penser à peut-être constituer un groupe parlementaire pour le SDF. Une fois de plus, je dis,
le président de la République dispose des pouvoirs discrétionnaires. Et sur la base de ces pouvoirs donnés par la Constitution, il nomme les sénateurs. Alors, j'ai vu qu'il y a quand même l'UNDP qui a eu des sénateurs nommés, il y a l'ANDP qui a eu des sénateurs nommés, et l'UPC, ainsi de suite. Donc, MDR et autres. Donc, je crois quand même qu'il a fait le juste milieu et le juste partage des sénateurs nommés. Je crois que ce qu'il aurait fallu faire pour les autres, c'est de lutter pour gagner les sénateurs. Parce que nous avons 70 sénateurs élus et 30 sénateurs nommés. Donc,